On commence à s'installer. Allez, on va nous alors, on fait où on veut, sauf pas loin de moi, comme ça, je vais aller en ligne. J'ai une belle, c'est parfait. Ils sont bons. Oui, bah, là, la vidéo, on va pas s'en rendre compte. Oui, mais c'est pas grave. Bonjour à ceux qui sont déjà arrivés. Bonjour. Bonjour. Bon anniversaire. Ah, merci. Ça marche. C'est vrai? Si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez? Parce que je crois que Il y a un super pour le micro. Il est là. Non, on est en train de faire des essais parce qu'en fait, je suis dans une salle où il y a un certain nombre de gens qui m'ont rejoint. Et par contre, on va... Attends, je vais couper mon son là. Non, on peut pas vraiment. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Je te vois pas. Ah, tu me vois pas? Attends. Tu devrais me voir. Attends. Démarrer la vidéo et elle veut pas. Ou elle veut pas. Aude, Tu n'as pas désactivé ma caméra, ça va pas ça. ah non, j'ai pas désactivé ta caméra. J'arrive pas à démarrer la vidéo. Elle veut pas. C'est pas vrai. Je ressors et je rentre. Ok, d'accord, ça marche. D'accord. Oui. Là, je pense que quand il y a 10 ans, elle avait largement 10 ans de plus que moi. Alors, attends, moi, je voulais aller devant, sur mon petit fauteuil. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, on entend vos conversations. Bien. T'as dit qu'il fallait que je fasse quoi? Comment je peux couper tous les sons par terre? Je crée une caméra de.
Bonsoir et merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Myriam, j'ai un problème, j'arrive pas à démarrer ma vidéo. Ça m'est jamais arrivé et ça arrive maintenant. Marie-Jeanne, je t'entends, mais je comprends pas ce qui se passe. C'est pourquoi la Mais vidéo. oui, moi non plus, parce que Je ça n'a t'avais jamais fait envoyé ça. un mail dans l'après-midi pour que tu sois co-animateur et tu l'as pas vu, tu l'as pas trouvé ce mail? Non, non, D'accord. non. Et maintenant, j'arrive pas à démarrer la vidéo et elle veut pas. Impossible de me veuillez sélectionner une autre caméra. Mais moi, j'ai pas une autre caméra. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir avec le mien. Ça n'a rien à voir avec le mien. Je pense que non, hein. Non, je suis en train de vérifier parce que j'ai des techniciens autour de moi là. Et ça n'a rien à voir avec mes propres paramètres, Marie-Jeanne, ce qui se passe pour toi. Mais je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder. Écoute, si jamais au pire, tu n'arrives pas à récupérer une caméra, j'utiliserai une de mes collègues qui va s'occuper après du chat et tout ça, parce que toi, tu le vois le chat quand même. Moi, je vois tout et je te vois toi. Et Oh. j'ai tout, sauf que caméra, elle veut pas allumer. D'accord. Elle est là, attends, Marie-Jeanne, elle est là. Et là, démarrer la Je vidéo, vais ça sur marche ton pas. truc, Marie-Jeanne. Yeah. Impossible de démarrer. On est en train de te demander de Démarrer ma vidéo, oui, mais elle veut pas. C'est impossible de démarrer la vidéo. Ah ouais, mais là- Non, mais ça, c'est Veuillez pas- sélectionner une autre caméra. Moi, j'ai pas une autre caméra. J'ai la même animateur hein, pour l'instant. Non, écoute, on va laisser. Non, là, c'est toi, Marie-Jeanne, c'est pas moi. Non, non, c'est chez nous, c'est chez moi parce qu'elle me dit qu'elle n'arrive pas à la lancer. D'accord. Si j'ai vu dans les autos, comment je vais supprimer là, les ding-ding parce qu'il y a 300 personnes qui font ce boucan à chaque fois qu'ils rentrent. Ah mais je l'avais fait, je pensais l'avoir fait en plus, tu vois ça. Je fais een ganz reis. Dans ce qu'on a fait. Ouais, mais là, c'est trop tard. Je vais laisser peut-être que l'expression. Parce que là, s'il y a 200, 300, 400 personnes. Et moi, j'avais désactivé tout ça en plus. Hein. Je suspends l'enregistrement. Trouble de l'attachement. Merci. Oui, on va enregistrer si tout le monde est d'accord. On va l'enregistrer. Donc, comment soigner les troubles de l'attachement et les psychotraumas? Donc, Myriam, j'ai perdu ton image. Tu peux bouger, Myriam? Comme ça, je te revois. Mais je te vois, on te Ah, voit. mais moi, je ne te voyais plus. Tu étais partie. Voilà. Donc, Myriam, qui est psychologue clinicienne, thérapeute familiale, addictologue, formatrice, et elle est fondatrice et directrice de l'Institut Michel Montaigne à Bordeaux. Donc, c'est un centre de formation à la thérapie familiale, de couple et aussi à la formation systémique individuelle et un centre de formation dans le champ de la santé mentale. Donc, je vous souhaite la très bonne bienvenue ce soir pour cette conférence que Myriam va nous donner. On vous prie tous de couper vos micros. Donc, Myriam va présenter pendant une petite heure et puis on aura beaucoup de temps pour échanger après. Je propose que ceux qui veulent
poser des questions puissent le faire dans le chat, comme les micros sont coupés. Et donc, je vais interrompre à certains moments s'il y a des questions pour pouvoir les poser, donc qu'on puisse les poser à Myriam et qu'elle puisse déjà donner des éléments de réponse. Et puis après, donc la deuxième partie de la deuxième heure sera vraiment consacrée à l'échange dans cette conversation EFTA. Voilà. Donc Myriam, je t'invite à commencer. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à l'EFTA de m'avoir convié à participer à ce cycle de conférences et merci à tous les collègues qui montrent de l'intérêt pour pas seulement la réparation des troubles de l'attachement et des troubles psychotraumatiques, mais aussi, puisque c'est le titre de ma conférence, sur la thérapie familiale intégrative. J'ai construit cette conférence comme si tout le monde n'était pas thérapeute familial dans les inscrits. Donc, pour les thérapeutes familiaux, il va y avoir quelques répétitions, mais évidemment, je vais me centrer sur le modèle de l'Institut Michel de Montaigne, qui est le modèle de thérapie familiale intégrative. Donc, pour ce faire, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Bien. Donc, je vais repousser par contre. Est-ce que vous voyez, vous, l'image en entier? Oui, on voit sur la gauche toutes les slides qui viennent après. Alors, attends, il faut que je réduise un peu. Comment je réduis ça? Oui. Ok, c'est parfait. Tu ne veux pas le mettre en grand écran? Si, c'est ce que je faisais, mais ça ne marche pas. Tu utilises tes fiches. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est impeccable. Parfait, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, on t'entend et Parfait. on voit une slide et la prochaine. Bon, mais c'est parfait. Ouais, c'est pas évident. Ouais, bon, ok, on y va comme ça. Très bien. Donc, la première diapositive que vous voyez, c'est le centre Michel Montaigne qui est ici. On a la chance d'être dans un contexte naturel très accueillant pour les patients et pour les étudiants. Vous avez quelques photos, évidemment, du jardin. Donc, l'Institut Michel Montaigne, c'est à la fois un centre de consultation de thérapie familiale, bien évidemment, un centre de thérapie de couple, mais aussi également un centre de thérapie individuelle. Ce centre a été créé en 1993 avec l'appui de Moni El-Kaïm, qui en a été le président d'honneur jusqu'à son décès. Et nous avons créé également, on verra pourquoi et comment, en 2009, un des premiers centres de traitement du traumatisme psychique en France. Alors, comment est-ce qu'on a conceptualisé la thérapie familiale intégrative? Eh bien, ça, c'est un parcours qui a duré, je dirais, 30 ans, en fait, hein, et qui est lié à des intérêts qui ne sont pas, comment dire les choses, qui ne sont pas endogames, c'est-à-dire qui ont débordé largement le cadre de la thérapie familiale. La première, évidemment, théorie qui nous a beaucoup intéressé, c'est la complexité du vivant. J'en ai profité pour noter de temps en temps les personnes avec lesquelles on travaille depuis longtemps, enfin, avec qui on a eu l'occasion de travailler. Par exemple, on a fait un colloque, excusez-moi, c'est vraiment pas facile de parler à un ordi plutôt qu'à un groupe de personnes. Donc, je vais peut-être pas vous regarder, je vais regarder les slides et je vais regarder les gens qui sont dans la salle et je serai beaucoup plus fluide. Ça, c'est mon cerveau social. Donc, on y va. La complexité du vivant, on a eu la chance de travailler avec Edgar Morin sur la théorie de la complexité, mais parmi les différents champs conceptuels qui ont nourri notre réflexion, il y a évidemment l'ethnologie. Alors pour la systémie, ça va de soi. Moi-même, j'ai fait une licence d'ethnologie, ce qui m'a amené, j'avais un parcours de psychanalyste au début, à m'intéresser à la systémie, bien sûr. Également, j'avais préparé une licence d'histoire, mais je crois que dans les systèmes familiaux en général, il est très difficile de ne pas s'intéresser à l'histoire. De la même manière, il est important de s'intéresser à l'histoire de la famille.
D'ailleurs, je me suis rappelé, et je l'ai noté dans ce diaporama, que la première conférence de l'IMM, vraiment la toute première conférence, c'était en 1993 avec le professeur Anne-Marie Copula, qui était historienne, et c'était sur l'histoire de la famille. Donc, vous voyez, ces intérêts remontent à très longtemps. On a beaucoup travaillé aussi avec des sociologues, bien évidemment. Et puis, récemment, c'est-à-dire il y a déjà quand même une quinzaine d'années, on s'est intéressé, parce qu'il était difficile de faire autrement, aux neurosciences affectives et sociales. Et un de mes maîtres à penser, si je puis dire, un de mes mentors dans ce cadre-là, était le professeur Michel Lemoyle, neuroscientifique d'envergure internationale, qui a travaillé au Scripps et qui a été, sur les modèles animaux, un des découvreurs de l'importance du cortisol sur le développement du cerveau. Et puis ensuite, évidemment, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le professeur Jean de Séti, qui est professeur de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences à l'Université de Chicago, et qui continue de nourrir nos réflexions avec des travaux tout à fait sérieux. Je cite aussi en partie le professeur Pierre Bustani. Dans les intérêts plutôt récents, en tout cas de mon côté et du côté de l'équipe, il y a eu évidemment la psychologie évolutionniste, avec cette très grande chercheure américaine, membre de l'Académie des sciences américaines, qui est Sarah Blaffer-Ardai, et qui éclaire aussi les comportements, et en particulier les comportements d'attachement qui vont nous intéresser ce soir au regard de l'évolution d'Homo sapiens. Donc ça, c'est évidemment une dimension qui est très importante aujourd'hui dans ma propre réflexion concernant les comportements humains. Et c'est sans doute, je pense, un champ qui mériterait d'être davantage développé dans l'ensemble de nos réflexions dans le champ sanitaire et social. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas thérapeutes familiaux, j'ai prévu une ou deux diapositives pour parler un peu de la thérapie familiale. Historiquement, la thérapie familiale, c'est les années 70 avec l'école de Palo Alto. Bon, tous ceux qui sont thérapeutes familiaux, vous le savez. J'en profite pour dire que l'école de Palo Alto en soi n'est pas une institution. On ne peut pas être le représentant de l'école de Palo Alto. C'est une théorie, l'école de Palo Alto, qui a été portée, entre autres, par le Mental Research Institute, dont aujourd'hui la directrice exécutive, Sophie Suberville, fait également partie de notre équipe de formation. Elle a ces deux postes-là, si vous voulez, de formation à l'Institut et également de directeur exécutif du MRI à Palo Alto. La thérapie familiale, elle a eu cet intérêt absolument remarquable dans les années 70 de centrer les travaux cliniques sur le ici et maintenant. On sortait d'une période où les lectures linéaires analytiques concernant par exemple les stades de développement invitaient les cliniciens à réfléchir à l'ontogénèse, c'est-à-dire ce qui s'était passé dans l'histoire du sujet de sa naissance à aujourd'hui. C'est effectivement une approche qui était intéressante à l'époque et qui le reste aussi d'ailleurs aujourd'hui d'une certaine manière. L'intérêt de la thérapie familiale, ça a été de dire, certes, il y a l'histoire, mais on n'est pas condamné à la linéarité, on n'est surtout pas condamné par son passé. On est aussi co-construit et structuré par l'environnement dans lequel on émerge, dans lequel on a émergé, dans lequel également on va grandir. Donc, les systémiciens ont eu ce génie, en fait, et von Bertalanffy en particulier, avant d'écrire les systèmes avec un certain nombre de principes, dont le principe d'équilibre, mais également, ensuite, l'école de Palo Alto s'en est emparée pour parler de la famille comme un système à l'équilibre, c'est-à-dire avec des co-constructions d'interactions qui peuvent détériorer la santé mentale des uns et des autres, mais qui peuvent aussi l'améliorer. Et je pense d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre nous faisons ce métier parce que nous pensons que les interactions que l'on peut avoir avec d'autres êtres humains peuvent améliorer leur santé mentale. Éventuellement, ça peut aussi améliorer la nôtre au passage. Ce qui a été très intéressant dans la thérapie familiale, ça a été cette notion de co-construction du lien avec les interactions circulaires, c'est-à-dire que bien sûr, j'interviens dans une séquence comportementale avec un individu, mais la façon dont cette personne va
me répondre va aussi évidemment sculpter la façon dont je vais continuer à interagir. Donc ces interactions circulaires, elles ont eu l'intérêt majeur sur le plan clinique de mettre en valeur la co-construction de la relation. La relation, c'est plutôt un résultat, et les systémiciens, en parlant d'interaction, ont mis le projecteur sur la co-construction. C'est intéressant pour nos patients de se demander qu'est-ce qui se co-construit avec eux, contre eux, et avec l'environnement dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Une des limites, je trouve, des thérapies familiales telles qu'elles ont été pensées dans les années 70, ça a été mais c'était vraiment très génial quand même, hein, ça a été de penser que intervenir sur le ici et maintenant allait suffire. Et on faisait un peu table rase du passé. Vous savez, en général, quand on défriche un champ, c'est quelque chose qui est assez naturel. On a envie de faire table rase du passé. Les civilisations l'ont fait aussi. Pourquoi pas les recherches, en fait, cliniques. Ce que l'on sait aujourd'hui, et ça c'est ce que déjà de façon assez remarquable les systémiciens prétendaient quand on pensez à couper vos Merci, micros, s'il vous plaît, ça merci à risque couper les micros. d'être perturbé par les cris des enfants. Merci beaucoup. Même si je comprends qu'à cette heure-là, ils ont envie de se défouler. Donc, je reprends. Le génie des systémiciens, ça a été de dire, contrairement aux cliniciens analytiques de l'époque, eh bien, ce que nous sommes aujourd'hui, les difficultés que nous avons, elles ne sont pas liées qu'à notre histoire. Ouf. À l'époque, Colette Chilan disait tout se joue avant 6 ans. Ceci dit, on va voir qu'avec l'épigénétique, on y revient. Et que si tout ne se joue pas, beaucoup de choses peuvent se mettre en place pour notre devenir dans les 1000 premiers jours. C'est la réflexion de la commission qui a été présidée par Boris Cyrulnik. Donc, les relations à l'environnement, aux autres, on le sait tous parce qu'on le vit, peuvent aggraver les troubles, les minorer ou les créer, ces troubles-là. Et donc, en particulier dans l'école des thérapies brèves et stratégiques, il y a encore cette croyance qui pense que, une thérapie peut être brève et que, la stratégie peut permettre de faire disparaître des symptômes. Alors, je dois vous dire qu'en fait, je ne connais pas de travaux scientifiques qui démontrent l'efficacité de ces méthodes sur des troubles, en particulier des troubles tels qu'ils peuvent être définis par le DSM-5, ou même, parlons par exemple, sur un certain nombre de troubles comme les troubles de l'attachement. Sans doute, ça peut fonctionner sur des choses où les symptômes ne sont pas trop lourds. Alors, une limite, évidemment, des thérapies brèves et stratégiques et du modèle même de Palo Alto, et quand je discute avec Sophie Suberville, elle me dit elle-même qu'au Mental Research Institute, aujourd'hui, c'est un modèle qui apparaît complètement dépassé. On ne peut plus travailler seulement sur le ici et maintenant, mais il faut bien sûr inclure le travail sur le transgénérationnel. Mais chez les thérapeutes familiaux, quand le travail sur le transgénérationnel était introduit, il était introduit de façon un peu magique quand même, hein. Moi, j'ai entendu, alors c'est vrai que j'ai une longue expérience maintenant, en tout cas, j'ai une longue vie de professionnelle, j'ai souvent entendu de manière un peu magique un travail sur le transgénérationnel où on avait des psys qui expliquaient qu'après tel événement, cette génération avant expliquait ce que l'enfant vivait aujourd'hui. Bon, je pense qu'il faut être un peu sérieux et qu'on ne peut pas travailler comme ça avec des pensées qui certes peuvent être peut-être un modèle explicatif pour les patients à une heure H, un jour J, mais qui, sur le plan scientifique, ont du mal à être démontrés. Donc déjà, c'est des questions qui m'intéressaient, puisque en 2000, j'étais donc déjà addictologue, je travaillais avec des femmes toxicomanes par voie intraveineuse, donc des femmes qui étaient à la rue, qui allaient très très mal. Et je commençais à entendre, ça va expliquer pour l'Institut Michel Montaigne la création d'un des premiers centres de psychotrauma en France, enfin de traitement de psychotrauma en France. J'entendais beaucoup de patientes qui me disaient avoir été violées quand elles avaient été enfants, quand elles ont été enfants, ou qui avaient vécu des violences physiques extrêmes. Et or, à l'époque, on est en 2000, 2001. Quand j'en parle à mes collègues, ben, les collègues me disent tu induis ça. Donc, comme c'est pas mon histoire, c'est assez facile de dire que j'induis rien du tout, mais que par contre, j'étais prête à entendre un certain nombre de choses et surtout à poser des questions. Et là, je dois dire, j'ai été aidée par un éducateur qui était Jean-Pierre Marcillot. Je le cite à chaque fois. Je dois beaucoup à cet homme qui était directeur d'un centre de post-cure. Et un jour, j'en discute avec lui et je lui dis qu'en fait, autour de moi, les réactions sont quand même assez fébriles autour de ça.
Et il me dit, tu sais, mais en fait, je n'entends parler que de ça par les femmes qui sont dans la post-cul. Donc, on a commencé à se dire à tous les deux qu'on n'était peut-être pas complètement à côté de la plaque et qu'il fallait chercher. Et en même temps, j'avais étudié pas mal de travaux américains qui montraient que dans les antécédents de vie des femmes toxicomanes, des hommes aussi d'ailleurs, bien sûr, il y avait pas mal de violences physiques, c'était évident, mais également de violences sexuelles. Alors, en l'an 2000, n'écoutant que mon intérêt pour cette vérification que je ne voulais pas magique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se répète dans les générations, j'ai lancé cette enquête qui a intéressé l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en leur demandant, voilà, moi je veux vérifier les antécédents de violences sexuelles, les antécédents de maltraitance chez les femmes toxicomanes, et je veux aussi vérifier quels sont leurs antécédents à elles de séparation d'avec leur famille d'origine et quelles sont actuellement les situations familiales dans lesquelles elles gravitent, c'est-à-dire est-ce que leurs enfants sont aussi placés. Voilà, donc je ne suis pas là pour vous présenter cette enquête, c'est juste pour vous dire que c'est la seule enquête qui a été faite en France sur les antécédents de violences sexuelles. Je ne dis pas ça pour faire mousser l'enquête, mais pour vous dire que avec ce qui se passe en France sur les révélations d'inceste, la commission de la Civise et avec le MeToo, on a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'actuellement, on n'a pas de travaux scientifiques encore sur ça. Il faudrait les renouveler, évidemment. Et ce que ces travaux ont montré, c'est que bien sûr, les répétitions transgénérationnelles de placement des enfants étaient majeures, puisque on arrivait à plus de 60% d'enfants qui étaient placés quand les mamans l'avaient été. Et quand on suivait un peu l'évolution des enfants dans le temps, eh bien plus les enfants grandissaient, plus ils étaient placés. Donc là, on avait des mécanismes transgénérationnels, pour le coup, de placement des enfants qu'on pouvait mesurer. Voilà, donc à partir de là, si vous voulez, je commençais à nourrir une réflexion clinique. Et j'en suis arrivée à me dire que, sauf à prétendre que la thérapie familiale soigne tout, alors je me méfie beaucoup de toutes les approches, quelles qu'elles soient, hein, qui prétendent qu'elles soignent tout, de mon point de vue, et c'est ce que je vais partager avec vous, la thérapie familiale se heurte au moins à deux écueils. Le premier, quoi qu'en disent un certain nombre de tenants des thérapies brèves et stratégiques, pas tous heureusement, mais hélas un certain nombre, la maladie mentale existe indépendamment de l'environnement relationnel. Alors ça, je voudrais insister, tous les travaux scientifiques du monde montrent que ce ne sont pas uniquement, et loin de là, les environnements relationnels qui peuvent donner lieu à l'éclosion de certains troubles. Je pense en particulier aux troubles du spectre autistique, et j'ai une pensée émue pour tous les parents d'enfants autistes qui se sont vus cataloguer, en particulier les mères, comme des mères mortifères. Et c'est la même chose, entre autres, pour la schizophrénie, mais pas que. Donc, la première chose, c'est celle-ci. On a deux écueils. La thérapie familiale ne peut pas prétendre que des troubles relationnels débouchent sur un certain nombre de maladies mentales. Ça, c'est le premier écueil. Ceci dit, si la maladie mentale existe indépendamment de l'environnement relationnel, elle n'existe pas indépendamment de l'héritage familial. Et ça, on va en parler, puisque c'est ce qui a été les bases, ce qui ont été, pardon, les bases scientifiques de l'élaboration de notre modèle de thérapie familiale intégrative, puisque cet héritage, il peut être neurodéveloppemental, génétique. On pense aux 200 gènes, plus de centaines de gènes qui sont aujourd'hui exprimés dans le modèle, dans le trouble mental de la schizophrénie, mais évidemment épigénétique. Moi, je m'intéresse beaucoup aux violences intrafamiliales. Et hélas, j'ai fait un podcast justement pour le Luxembourg il y a 2 jours sur l'impact des violences conjugales pendant la grossesse sur le développement du fœtus. Donc là, on est dans l'épigénétique avec les transmissions de cortisol pathologiques qui passent la barrière placentaire. Donc, un écueil, c'est l'héritage familial. Et évidemment, du contexte, y compris social. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup chez nous, mais le déterminant essentiel de la santé mentale, c'est un déterminant social. Alors, Michael Marmot, qui est un grand spécialiste de cette question, a commencé à alerter dans les années 70 sur le fait qu'à partir du moment où on se retrouve dans des milieux de précarité, dans des milieux de violence, dans des milieux où on est souvent humilié, on ne sait pas de quoi demain sera fait, eh bien, en faisant des études longitudinales sur 20 ans, 30 ans, la population qui a vécu dans ces contextes-là, des déterminants sociaux de la santé défavorables,
vont présenter plus de maladies mentales et plus de maladies somatiques, plus de diabète, plus de cancer que le reste de la population. Alors, ces corrélations, ou en tout cas, ce ne sont pas des corrélations linéaires, ces corrélations ne sont pas des corrélations, ne sont pas des causalités linéaires, mais sont des corrélations à prendre en compte. Donc, vous voyez, on est très loin, premier écueil, on est très loin de l'émergence d'un trouble seulement dans le cadre de la relation ici et maintenant. Avant d'arriver au deuxième écueil, je voudrais vous présenter le triptyque de l'Organisation mondiale de la santé qui nous influence beaucoup dans notre réflexion scientifique. C'est que tous les troubles, toutes les maladies peuvent être comprises de façon multifactorielle. Donc, on est loin du désir inconscient de mort de la mère, n'est-ce pas, ou de la communication pathologique, comme on a pu le trouver, par exemple, dans l'école de Milan, chez Mara Salvini, dont on ne savait rien à l'époque de la schizophrénie, et tout ce qu'elle a écrit sur les communications pathologiques sont très utiles aujourd'hui, mais évidemment, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la communication pathologique, par exemple, et la schizophrénie. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, ça fait un peu consensus dans le modèle, on va dire, de psychologie scientifique, eh bien, elle va se baser sur ces trois critères. Le premier, ce sont les facteurs de vulnérabilité ou de prédisposition. Par exemple, si vous avez des parents schizophrènes, eh bien, vous avez plus de risques d'être schizophrène, même si vous êtes abandonné à la naissance et adopté. Voilà, parce qu'on pourrait se dire, il y a aussi les interactions avec une maman schizophrène, bien sûr, c'est évident. Mais donc ça, on a des enquêtes qui sont très, très sérieuses, des enquêtes très, très lourdes, très longues, sur des jumeaux homozygotes en Suède dans les années 70 qui montrent, hélas, la part d'héritabilité. Mais la part d'héritabilité n'est pas une causalité pour autant linéaire, puisque actuellement, aujourd'hui, sur les aspects de la schizophrénie, on sait qu'on peut être porteur de facteurs de risque et pour autant, il y a des travaux qui ont montré, d'ailleurs en Hollande, il y a déjà un certain nombre d'années, On que essaye. 15%. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez penser à couper vos micros qui montrent que, en particulier aujourd'hui, l'ampleur des psychotraumas vécus peut, de façon génétique, faire exprimer des parties de gènes qui, chez des gens vulnérables, du coup, vont développer une schizophrénie. Donc, vous voyez, l'héritabilité, l'épigénétique, c'est pas seulement ça. On est vraiment dans un modèle de complexité. Une fois ces facteurs de vulnérabilité ou de prédisposition acquis, entre guillemets, on peut évidemment changer tout ça avec des facteurs de protection quand, par exemple, on fait une thérapie familiale. Voilà. Ou quand, par exemple, on est suivi par la protection d'enfance. Mais comme vous le voyez dans l'image qui illustre ce propos-là, les violences intrafamiliales sont un des facteurs majeurs de risque et qui vont précipiter les personnes vulnérables vers des troubles, alors que sans ce contexte familial-là, il y aurait pu ne pas avoir d'expression de troubles. Et puis, en fait, les derniers travaux montrent l'importance des contextes. On sait aujourd'hui que les enfants qui vivent dans des banlieues où il y a beaucoup de violence auront beaucoup plus de facteurs de risque d'être violents eux-mêmes, indépendamment des qualités intrafamiliales, et beaucoup plus de risques de présenter des morts précoces et des psychotraumas. Donc, le deuxième, et là j'en arrive à notre modèle, mais je voulais vous faire comprendre quel a été le cheminement intellectuel et clinique pour y parvenir. Le deuxième écueil auquel la thérapie familiale se trouve confrontée, de mon point de vue, c'est que souvent les troubles mentaux et les troubles comportementaux recouvrent, mais sans s'y réduire bien sûr, des troubles de l'attachement ou des blessures d'attachement et des psychotraumas. Donc, les travaux récents en neurosciences affectives et sociales démontrent l'impact des blessures d'attachement et des psychotraumas déjà sur le développement du cerveau du fœtus, de l'enfant, de l'adolescent et bien sûr de l'adulte. Donc, vous voyez bien que dans ce cadre-là, le travail sur la fonction et le sens du symptôme peut ne pas suffire. En tout cas, moi, je pense, ne suffit pas à traiter ces deux dernières dimensions. J'ai travaillé pendant des décennies avec des femmes toxicomanes et des toxicomanes hommes. Il y avait des psychotraumas et quel que soit le travail qu'on ait pu faire, la capacité qu'on avait à réduire le psychotrauma, qui d'ailleurs à l'époque n'était même pas, comment dire, diagnostiqué, on en parlait très peu,
faisait que même au bout de quelques années de thérapie, on avait encore quand même aujourd'hui, on dirait des réactivations traumatiques. Et ce qui explique, si vous voulez, qu'on est créé de façon un peu précoce à Bordeaux dès 2009 le centre de traitement du psychotrauma, alors même qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et je me souviens que lorsqu'on a ouvert ce centre, des tas de collègues me disaient, mais quelle idée d'ouvrir un centre centré sur un symptôme. Voilà. Et c'est vrai que c'était curieux, parce qu'il s'agisse des systémiciens ou des psychanalystes, on ne voyait pas l'intérêt d'avoir une porte d'entrée seulement sur un symptôme. Mais en fait, moi, je le souhaitais parce que je commençais à percevoir, Moni m'y avait aidé, mais pas que, Moni Elkaïm et mes amis neuroscientifiques commençaient à me dire qu'il allait peut-être falloir s'intéresser à des traitements qui s'étaient développés aux États-Unis depuis les années 1990. Donc là, on était quand même à 20 ans, je faisais 20 ans, et en particulier à l'EMDR, cette technique de retraitement des traces traumatiques par mouvement oculaire. Donc, néanmoins, ça ne me suffisait pas. Et ça ne suffisait pas à mon équipe de se dire que certes, les patients avaient des troubles psychotraumatiques, donc on s'est tous formés à un certain nombre de méthodes, en particulier à des degrés différents, bien sûr, hein, en victimologie ou en EMDR ou en sensorimoteur ou en schéma précoce, et j'en oublie évidemment, un certain nombre de techniques qui nous ont permis de traiter les traumas, les psychotraumas de nos patients. Mais à un moment donné, comme nous sommes aussi des thérapeutes familiaux, on s'est demandé comment le contexte et comment les familles pouvaient aussi aider. Donc, on pouvait faire des thérapies individuelles avec des méthodes qui étaient validées. Ça, on savait faire. On pouvait faire des thérapies familiales. Et puis, évidemment, à un moment donné, on a commencé à se dire, OK, la thérapie familiale ne va pas juste servir à porter un diagnostic, par exemple blessure d'attachement, et à faire une thérapie individuelle de réparation avec les schémas précoces, par exemple, des blessures d'attachement de ce patient. Et on a commencé à réfléchir collectivement à la façon d'intégrer ces pratiques qui jusqu'alors étaient individuelles à notre modèle de thérapie familiale. Donc, on a un consensus dans l'équipe, je pense aussi sur le plan clinique avec d'autres collègues, pour dire que la majorité de nos patients, je dois dire qu'on est tous formés à la théorie de l'attachement, que certaines d'entre nous ont fait le DU d'attachement et que l'équipe, de toute façon, a un bon niveau sur ce paradigme-là. Donc, à partir de ce consensus, qui est la majorité de nos patients ont des blessures d'attachement, on a comment dire, catégorisé un certain nombre, d'une certaine façon, les familles qu'on allait accueillir. Une collègue qui a écrit un des chapitres du livre, qui travaille avec les enfants, met l'accent, par exemple, sur le fait qu'à partir du moment où les parents viennent avec un enfant, de fait, leur processus d'attachement peut être altéré du fait même de la démarche auprès du thérapeute. D'abord parce qu'on a peur de ne pas se montrer un parent à la hauteur, donc on peut avoir aussi un processus d'attachement qui se sidère, ou au contraire, qui est hyperactivé, et on peut montrer, dans le cadre de la thérapie familiale, quelque chose qui ne recouvre pas la réalité des processus d'attachement à l'intérieur de la famille. Donc, il faut qu'on y fasse attention, d'autant plus qu'on a de plus en plus de parents qui demandent des thérapies familiales parce que ce sont des parents très inquiets par les injonctions sociales à être un parent parfait. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'éducation positive et d'un certain nombre de choses, à tel point qu'on a une dérive chez un certain nombre de parents qui pensent que le non peut constituer une épreuve traumatique pour l'enfant qui pourrait obérer son développement jusqu'à l'âge adulte. Donc, on est obligé de travailler avec ces parents-là, avec cette inquiétude-là, sans que forcément il y ait des pathologies relationnelles. Mais là, pour le coup, on a une influence sociale qui vient d'une manière ou d'une autre entraver la sécurité et l'attachement aux enfants. Et puis, par ailleurs, et c'est ce sur quoi moi je vais me centrer ce soir, puisque chacune de mes collègues dans le livre s'est centrée sur d'autres aspects, je vais me centrer dans les dysfonctions parentales, sur les réactivations traumatiques, c'est-à-dire je vais vous donner des exemples, auprès de patients qui n'ont pas de psychotrauma au sens clinique du terme, mais qui peuvent avoir, dans l'interaction avec les enfants ou avec le conjoint, ce que nous appelons des réactivations traumatiques. Donc, je vais vous en parler.
Alors, ces deux éléments, évidemment, les réactivations traumatiques et les blessures d'attachement, altèrent la relation à soi, mais également la relation à ses enfants et à tous les autres, y compris, bien sûr, dans son cadre professionnel. On peut avoir des troubles de la relation qui parlent de la façon dont vous avez géré vos blessures d'attachement ou comment vous avez ou pas des réactivations traumatiques dans certains contextes. Donc, les thérapies individuelles spécifiques autour du trauma et autour des blessures d'attachement se sont développées partout dans le monde occidental. La thérapie des schémas précoces, issue de thérapies cognitivo-comportementales de Jung, mais je pensais à Beck, évidemment, qui est le créateur des TCC, que j'ai rencontré dans un colloque américain, et qui a convenu au bout d'un moment, dans ses propres travaux, que dans les TCC, il avait mis de côté les émotions. Donc Jeffrey Young l'a beaucoup aidé à réfléchir à ça, et il y a eu ce modèle de schéma précoce, et on a un excellent article dans le titre qui a été fait par une des collègues sur l'application de la thérapie des couples et la thérapie des familles et l'intrication avec ce qu'on peut faire sur les schémas précoces. Donc, il y a aussi évidemment le MDR, le développement de la thérapie sensorimotrice qui est fondamental pour intégrer le corps et les vécus corporels à ce que vivent nos patients dans un certain nombre de contextes. Toutes ces thérapies, elles ont été développées, on s'y est formé à titre individuel. On a eu beaucoup de travaux, en France en tout cas, les travaux du docteur Muriel Salmona sur la mémoire traumatique qui ont commencé à nous faire penser différemment le rapport au psychotrauma. Mais pour autant, on n'en était pas encore à la thérapie familiale intégrative. On jonglait, on faisait des petits modèles, on essayait de se débrouiller comme on pouvait. Voilà. Mais ces thérapies individuelles, on est bien placé pour le savoir en tant que thérapeutes familiaux, elles ne sont efficaces qu'à condition que l'environnement social et familial n'ait pas d'effet délétère sur la prise en charge individuelle. D'ailleurs, quand vous faites une thérapie EMDR, si vous n'êtes pas formé à la thérapie familiale, quand je discute avec des collègues, ils disent qu'ils ne prennent des patients qu'à condition que les patients soient déjà protégés de la répétition des violences. Autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ça peut aider un peu, bien sûr. Mais par exemple, un des plus grands pédopsychiatres français, qui est le docteur Maurice Berger, dit que dans sa structure qu'il a initiée, qui était un modèle en France, qui a disparu avec son départ à la retraite d'ailleurs, qui était un modèle de réparation des enfants qui ont vécu des maltraitances très graves, puisque c'était des enfants qui avaient été torturés parfois, et qui étaient placés dans sa structure pour de longs mois. Ce qui était dit par lui, c'est qu'il ne pouvait prendre les enfants en soin qu'à condition que les enfants ne repartent pas dans leur famille tortionnaire le week-end. Autrement, ça ne marche pas. Donc voilà, alors nous, on est aussi un peu dans ça. On supervise, on forme beaucoup d'équipes en protection de l'enfance. La question qui se pose quand même, c'est les soins qu'on apporte à des enfants quand ils sont placés, quand ils rentrent à la maison le week-end et que les éducateurs sont complètement désespérés parce que ce qu'ils ont reconstruit petit à petit, pas à pas, pendant la semaine est détruit le week-end. Et en particulier dans le psychotrauma, vous savez, il suffit que vous revoyiez, ne serait-ce que d'apercevoir dans le jardin ou à une certaine distance votre violeur ou votre agresseur pour vous retrouver dans un état de réactivation traumatique très, très important. Donc voilà, c'est la même chose, thérapie de couple, alors qu'il y a un contrôle coercitif, ça ne va pas marcher, même si vous êtes un thérapeute familial génial. Enfin, en tout cas, moi, nous, on ne sait pas faire. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, notre question collective, elle est devenue comment on va intégrer ces connaissances scientifiques, ces avancées cliniques qu'on maîtrise, sachant que les blessures d'attachement ou le PTSD chez un membre de la famille vont affecter toutes les relations et donc l'ensemble de la famille. Alors, on a commencé à développer le modèle de l'Institut Michel Montaigne de la thérapie familiale intégrative. Alors là, vous avez une photo. Voilà, ça c'est mon équipe. Certain nombre, je ne sais pas si vous voyez la flèche, vous, on la voit. Donc, vous avez une photo d'une équipe qui a l'air fort sympathique et fort joyeuse. L'équipe est au complet, on n'est que des femmes. S'il y a des questions sur ça, j'y répondrai. Parce que ce n'était pas une volonté théorique. Et donc, vous voyez, on est une vingtaine de femmes. Et là, c'est la photo qui a été prise à la fin de notre 30e colloque international l'année dernière. On avait enfin fini une épreuve qui était importante, 30 ans, c'est pas rien.
Voilà, donc je suis ravie c'est une chance pour moi immense d'avoir des collègues pareils. Certaines sont dans la salle, d'autres ne sont pas parce qu'elles ne pouvaient pas être disponibles. Donc cette réflexion, évidemment, que je vous propose ce soir n'existe que parce que vous avez tout ce groupe sur cette scène-là. Donc une équipe formée à plusieurs méthodes, une réflexion et une élaboration collective qui ont porté sur trois chapitres importants qui vont se traduire par 3 chapitres dans notre livre. Donc le livre, vous l'avez là, c'est Thérapie familiale intégrative, qui a été publié chez Duno en juin l'année dernière, lors des 30 ans de l'Institut Michel de Montaigne. On a eu la chance immense que Boris nous fasse l'amitié, Boris Cyrulnik, qui fait partie de notre conseil scientifique, nous fasse l'amitié de préfacer cet ouvrage. Et donc, je vais vous présenter à la fois cet ouvrage, un peu l'organisation, et puis surtout, et je serai dans les temps pour ce qui est d'une heure de conférence, je vais évidemment vous présenter, parce que je imagine que vous commencez à vous demander comment on fait, 3 exemples de thérapie familiale intégrative concernant les psychotraumas ou les blessures d'attachement. Alors, on a élaboré cette réflexion dans la famille autour de la périnatalité, autour de la protection de l'enfant, évidemment dans le couple. Alors, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, mais donc dans la famille, on a, comme vous le voyez, je ne vais pas tout vous lire, un certain nombre de chapitres. On a travaillé sur les émotions, sur la thérapie familiale intégrative à l'âge adulte, sur les processus corporels, par exemple de régulation émotionnelle, sur le soutien à la parentalité, etc. On a une deuxième partie dans ce livre, mais qui recouvre évidemment notre pratique clinique, sur les couples, avec la thérapie de couple à la rencontre de la thérapie des schémas, et puis également sur l'importance des objets flottants en thérapie intégrative. On a dans notre équipe à la fois spécialiste et très créative thérapeute des objets flottants que j'ai face à moi. J'en profite pour la remercier. Et qui a écrit aussi un des chapitres sur la créativité en famille. Et puis évidemment, un travail sur le génogramme en intégrant toutes ces dimensions. Mais néanmoins, comme je vous ai dit qu'on tenait compte, bien sûr, des déterminants sociaux de la santé, on a également, plus largement en santé mentale, on s'est intéressé à trois grands champs, la Tu nous psychiatrie et la présentes ton thérapie. livre, en fait. Pardon? Merci Alors, beaucoup de couper vos micros. effectivement, le livre vous présente notre expérience clinique. Donc, on a travaillé avec des psychiatres, on a travaillé avec des réseaux de psychiatrie en se demandant comment on pouvait introduire auprès de nos collègues psychiatres la thérapie intégrative. C'est pour ça qu'évidemment, je vous présente le livre, puisque le livre est le résultat de notre pratique intégrative, pour répondre à la question, hein. Et de la même manière, comme on s'est intéressé aux déterminants sociaux de la santé mentale et également au travail en réseau, puisque nous, les systémiciens, on travaille au-delà de la thérapie familiale, bien sûr, on travaille avec les réseaux. On a également développé, et là, il y a eu pas mal de travail de fait aussi avec les réseaux et comment on travaille, comment on introduit la thérapie familiale intégrative, comment on fait des thérapies de réseau. Alors, un des modèles de thérapie de réseau pour nous en protection de l'enfance, ça a été le modèle des buts de Chaumont, avec le travail de Sabourin et de Martine Nice, que je salue au passage, et qui est notre présidente à FTASIM. Et puis également, on a souhaité développer, si vous voulez, dans l'évaluation clinico-judiciaire, ces aspects familiaux. Alors là, j'insiste vraiment sur ça parce que, comme on travaille beaucoup en protection de l'enfance, on a beaucoup d'enfants qui ont eu des évaluations qui sont des évaluations parfois avec des outils qui ne sont pas d'ailleurs validés. Et puis, on n'a pas eu, en tout cas, ça manque. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais en tout cas, à Bordeaux, c'est souvent le cas. On a manqué fortement d'évaluation des interactions familiales. Et vous savez que quand on évalue, et ça, ce sont des enjeux fondamentaux, quand on évalue le fait qu'un enfant doit revenir ou pas à la maison, être placé ou pas, c'est quand même très difficile. C'est une lourde responsabilité de réfléchir avec les équipes à ces champs-là.
Et donc, grâce à une de nos collègues qui est expert judiciaire, mais qui est aussi thérapeute familiale et psychologue clinicienne, qui s'est énormément formée et de façon la plus sérieuse possible à l'évaluation judiciaire, elle a aussi permis de créer une expérience d'évaluation intégrative, si vous voulez, quand on travaille avec le monde de la justice. D'ailleurs, un certain nombre de nos collègues interviennent à l'École nationale de la magistrature, celles qui forment les auditeurs ou celles qui accueillent des magistrats en formation continue. Donc, à partir de toutes ces expériences, on a structuré notre livre. Oui, pour répondre à la personne qui disait que je présentais le livre. Le livre, en fait, j'intégrerai des choses où je dirais que, de façon circulaire, que le livre présente notre travail. En fait, voilà, ça s'est construit, comme ceci. Donc, pour arriver à la clinique, alors comment ça fonctionne, la thérapie familiale intégrative? Donc, je vais vous donner trois exemples cliniques. Le premier est un peu long. Les deux suivants sont davantage courts et ça vous montrera, en tout cas, j'espère que ça vous illustrera comment on travaille en thérapie familiale intégrative. La première vignette clinique, je l'ai appelée les colères, puisque le motif de la consultation sont les colères d'Élodie, bon, je choisis des prénoms qui ne sont pas les vrais évidemment, qui a 15 ans et qui pique des colères sans arrêt, de façon de plus en plus chronique. Et le motif d'intervention de demande d'accès aux soins à la thérapie familiale, ça a été une gifle que le père a donnée à cette gamine, à Élodie. C'est la première gifle qu'elle a reçue et c'est la première fois que son père se montrait violent physiquement, en sachant qu'il y a une fille aînée qui a 18 ans et qu'il n'y a jamais eu de violence physique dans la maison. Et donc, tout le monde est d'accord pour venir en thérapie familiale et ils se disent tous qu'il se passe quand même quelque chose qui touche toute la famille et qu'arriver à ce degré-là de violence, il faut réfléchir à ce qui se passe. Donc, le motif de la consultation, ce sont les colères. Et on va donc, en fait, à la première, je dois dire que c'est la seule fois de ma carrière professionnelle que j'ai pu faire ce travail en première consultation. D'habitude, il faut plusieurs consultations familiales pour que je puisse faire ce travail. Mais là, le contexte a fait sans doute la souplesse de la famille que j'ai pu les faire. Donc, la première consultation, comme souvent en systémie, a été quelle est la nature du problème pour chacun d'entre vous, quel est alors l'élément déclencheur de la demande de thérapie, c'était la gifle. Puis à ce moment-là, on a commencé à discuter avec le papa, donc tout le monde est présent, le père, la mère et les deux filles. Élodie se montre très agressive, très tendue, qui n'avait pas forcément envie de venir là et qui en veut beaucoup à son père. Et je vais faire travailler le papa sur le moment où la gifle est partie. Et ce que je ne fais pas forcément au premier entretien, mais il se trouve que le contexte ensuite me sculpte aussi. Hein, je sens sans doute que je peux le faire. Et je demande à ce monsieur si je peux explorer avec lui, alors qu'on a un premier entretien, ce qui s'est passé au moment de cette colère. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a vécu au moment de la colère de sa fille, quand il a craqué et qu'il lui a filé une gifle. Et à ce moment-là, alors sur le moment, il ne sait pas trop, puis finalement, il réfléchit, il me dit, en fait, je me suis senti impuissant, et je me sens impuissant face aux colères de ma fille, je ne la reconnais plus, je ne sais plus ce qui se passe, mais ce qui domine, c'est l'impuissance. Et à ce moment-là, j'ai demandé à ce monsieur si je pouvais travailler un peu plus individuellement avec lui, s'il acceptait d'essayer de rechercher ce sentiment d'impuissance dans son histoire. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de particulier dans la thérapie, si vous voulez. C'est que les quatre qui étaient centrés sur les colères d'Élodie commencent à se dire qu'il se passe quelque chose de bizarre, à quoi ils ne sont pas habitués. C'est qu'est-ce que le père de famille ou le mari va dire de ce qu'il a déjà vécu. Et donc, je demande à ce monsieur de fermer les yeux et de repenser à des sentiments d'impuissance qu'il a pu avoir quand il était enfant ou quand il était adolescent. Puis, il se passe quelques secondes et en fait, ce monsieur ouvre les yeux, se sent très ému et commence à me dire qu'en fait, cette émotion d'impuissance, il l'a vécue souvent quand il était enfant et lorsqu'il assistait
aux raclées que prenait son demi-frère. Donc son demi-frère est le fils de sa mère. Mais le père de mon patient est le beau-père de ce demi-frère. Et ce beau-père-là n'a jamais accepté cet enfant et le battait très souvent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Mon patient comprend, on va en parler, on va faire une thérapie après pendant plusieurs mois, va comprendre aussi que cette gifle, c'était aussi en partie, quasi essentiellement, j'ai envie de dire, une réactivation traumatique par rapport aux scènes où il était totalement impuissant quand il assistait à la violence qui était subie par son frère. Et de fait, ça l'a complètement désorganisé. Et face à cette impuissance, c'est la claque qui est partie. Donc, on a terminé la séance avec d'autres éléments, mais de fait, ce travail sur cette réactivation traumatique a permis déjà d'avancer pas mal. Et on a beaucoup travaillé ensuite dans l'exercice de la parentalité de ce couple-là, chez la maman aussi, sur leur propre réactivation traumatique. Il y en avait pas mal. On en a pu en parler, on a pu les travailler en famille. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on n'a pas travaillé sur la fonction des colères de la jeune fille de 15 ans ou sur le sens de la rébellion avec la forme qu'elle prenait. Mais je crois que ce travail-là sur la réactivation traumatique a permis d'une certaine manière assez vite de pouvoir parler de choses plus différentes et en tout cas de ne pas se centrer juste sur les colères de la fille auxquelles répondait le père en miroir. Et puis pour finir, et je serai dans les temps, je vous donne deux exemples beaucoup plus courts de réparation des réactivations traumatiques non, je suis désolée, j'ai fait une erreur, c'est la gifle en fait. Là, ce dont je viens de vous parler, c'est la gifle. Le deuxième cas clinique, c'est le marshmallow. Je reçois une mère et sa fille. La fille a 12 ans. La mère ne veut pas venir consulter en thérapie familiale parce qu'elle estime que le problème, c'est juste la relation entre elle et sa fille. Et je vais avoir beaucoup de mal à faire en sorte que le père vienne. Lui-même ne veut pas venir. Et lors d'une séance, cette mère raconte qu'elle a fini par insulter sa fille, qui lui avait gâché la soirée. Donc la fille est là, elle a 12 ans. Lui avait gâché la soirée lors d'une réception avec des amis et elle décrit la scène suivante. C'est l'hiver, ils sont autour de la cheminée et ils font griller des marshmallows dans la cheminée. Et sa fille est celle qui fait griller les marshmallows et les donne à tous les adultes qui sont autour. Donc il y a 3 couples d'adultes. Puis évidemment, elle sert en dernier son père et sa mère. Elle s'occupe d'abord des invités. Elle donne un marshmallow à son père et elle donne le marshmallow à sa mère qui est complètement brûlée, cramée, dit-on à Bordeaux. Et là, la mère perd son contrôle et commence à hurler, à insulter sa fille en lui disant c'est pas étonnant, tu fais jamais attention à moi, c'est une honte, je peux rien attendre de toi, etc. Et ça explose dans une violence verbale qui va sidérer tout le monde, qui évidemment va sidérer l'enfant qui s'en va en pleurant et qui va mettre la mère dans un état tel qu'elle n'aura pas le temps de se réguler. Ça va prendre plusieurs jours, en fait. Et pendant plusieurs jours, elle ne va pas pouvoir consoler sa fille de ses violences, s'en excuser, etc. Donc, on va travailler sur la scène du marshmallow. Et je vais demander à cette mère de me la raconter. Alors, sa fille est à côté, elle le complète. Et puis, la mère, dans un premier temps, confirme que c'est le fait que sa fille, c'est sa croyance à ce moment-là, sa fille a fait exprès de brûler ce marshmallow parce que de toute façon, elle compte pas pour sa fille. La construction du monde, on l'a évidemment pour les systémiciens, je ne compte pas, donc je n'arrive pas à croire que je puisse compter, ce qui fait que si ma fille m'offre quelque chose, au lieu de voir qu'elle m'offre quelque chose, je vais surtout voir que quelque chose est brûlé. Et puis on va travailler sur cette scène et je vais lui demander qu'est-ce que vous voyez surtout quand ce marshmallow arrive. Et ce qu'elle voit, alors c'est d'abord le marshmallow brûlé, et puis petit à petit, je commence à être en position aussi plus confortable, elle s'installe dans le fauteuil, elle ferme les yeux, et elle me dit, en fait, ce que je vois, c'est la broche au bout de laquelle se trouve ce marshmallow brûlé. Et qu'est-ce qui vous vient d'autre? Eh bien, ce qui me vient aussi, c'est un doigt pointé sur moi. Et là, on a accès à la réactivation traumatique de cette scène où elle-même, ayant 12 ans,
son père, en la montrant du doigt, lui dit que c'est une moins que rien, une nulle, une minable, et que jamais elle ne répondra à ses attentes. Donc évidemment, ce travail-là modifie la relation de la mère avec la fille, de la fille avec la mère, et incite la maman aussi à faire tout un travail sur sa vulnérabilité à la réactivation traumatique. Voilà. Donc, voilà un exemple d'une séance où on a, à un moment donné, traité des blessures, des réactivations traumatiques. Et puis sur les blessures d'attachement, donc je reviens à cette euh, cas clinique, les colères. Il s'agit d'une famille de 5, un couple et 3 enfants, 3 fils, qui viennent pour le dernier parce que le dernier, on est au sortir du Covid, pense que le Covid, c'est un complot, et pour la violence civile, et souhaite dans la rue démolir tout ce qui peut représenter les capitalistes, et ses parents en priorité, sachant que par ailleurs, les parents sont artistes et ne sont pas franchement des suppôts du diable capitaliste. Et donc, ils viennent parce que le père et le fils ont failli se battre. Donc, on va travailler sur la fonction, sur le transgénérationnel, tout ça va être fait. Et puis, à un moment donné, on va travailler sur la difficulté qu'a le père à être proche de ses enfants, à parler de ses émotions. Et on va évidemment faire un travail transgénérationnel sur la façon dont ce père, on fera le même travail avec la mère, dont ce père a été élevé par ses propres parents, lui-même était en lutte, il est lui-même issu d'un milieu extrêmement bourgeois où il y avait très peu de proximité affective, et lui-même a élevé ses enfants en leur disant tout au long de sa vie, les enfants, ça fait chier, et dès que vous avez 18 ans, vous vous débrouillez. Moi, c'est bon, je fais le job. Donc évidemment, ça inaugure pas mal de difficultés, en particulier le dernier, au début de la thérapie, est complètement dépendant du cannabis, et a une toxicomanie au cannabis qui va disparaître au fur et à mesure de la thérapie. Les blessures d'attachement, à ce moment-là, on va les traiter en famille. Et je vais demander à ce père d'essayer de nous raconter ce qu'il vivait quand il était enfant et que ses parents lui disaient, à lui et à son frère jumeau, que c'était des nuls et qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Et le père commence à dire que, ben oui, en fait, les parents avaient raison parce que de toute façon, ils faisaient rien. Donc, vous voyez que ce père n'a aucune empathie pour l'enfant qu'il a été. Et donc, je vais utiliser ce qu'on utilise souvent pour réparer les blessures d'attachement, c'est-à-dire on va faire du reparentage. Je vais demander à ce papa, qu'est-ce que vous diriez, vous, à cet enfant, quand vous avez 10 ans, 12 ans, qui se fait insulter par son père, qui se fait mépriser par sa mère, puis par tous les amis d'ailleurs des parents. Et lui, il n'est pas très empathique vis-à-vis de son propre enfant, de cet enfant blessé en lui. Et donc, on va faire du reparentage avec les fils. Et là, ça va donner une séance absolument extraordinaire. Parce que le fils aîné n'est pas là, il est en visio à l'autre bout de la planète. Et ce jour-là, il n'est pas en thérapie. Mais en particulier, le plus jeune qui est déjà sorti de sa toxicomanie au cannabis, mais qui est quand même encore un peu en conflit avec le père, eh bien, va faire du reparentage avec son père. Et lui, il va commencer à parler à cet enfant de 12 ans, avec son vocabulaire à lui, hein, en disant, mais enfin, avec les connards de parents que tu avais, c'est pas étonnant, ces vieux bourgeois capitalistes et tout ça. Et le père commence à s'émouvoir, à être ému. Et le deuxième fils, avec sa personnalité à lui, dans un autre style, va commencer aussi à rassurer l'enfant intérieur de son père en lui disant, mais c'est terrible, à 12 ans, alors tu étais tout seul et on te faisait tout ça, mais c'était horrible. Donc, je ne vous raconte pas tous les détails. Voilà un exemple de reparentage. Cette séance a été très forte sur le plan émotionnel parce que pour la première fois, le père a pu montrer des émotions, a pu s'approcher de ses enfants, et l'enfant, le dernier là, qui avait une toxicomanie au cannabis, a pu mettre la main sur le bras de son père, ce qui vraiment dans cette famille est assez rare. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples cliniques. Bien sûr, j'ai du temps pour répondre à vos questions sur ce modèle de thérapie intégrative. Et je vous remercie de votre attention. J'ai fini par une diapo. Bon, alors, je te présente Aude, du coup. Je te présente alors Aude, qui est hypnothérapeute. Très bien. Ouais, thérapeute systémique. Ouais. Alors, Voilà. Aude, Thérapeute bonsoir. systémique.
Ok. C'est un type de psychothérapie qui Donc, regarde le problème et On arrive. on va vous parler de notre Ok. blog sur Rupture et Liens. On Très bien. continue. Avec, Merci beaucoup, Et Myriam. donc, Perrine et Charlotte. Perrine et Avec- Charlotte. Excusez-moi, c'est Radio- Marine qui fait partie, Radio qui fait partie du public. j'ai- Je me Allô permets de vous dire qu'en tant Est-ce que que vous hôte, pourriez, vous pouvez couper les est-ce que micros. vous pourriez C'est couper là. vos micros? Oui, je pense. Est-ce que vous pourriez couper vos micros? Et, Oui, et Caroline qui s'occupe de Enchantée. tout ce qui est marketing. C'est quoi le Oui, terme déjà alors l'agence de stratégie commerciale et communication. On Oh, mène de- les deux. On a une Est-ce que approche Aude peut couper son commerciale et micro? après, ça se traduit par des campagnes de com, de publicité. Excusez-moi, Aude, en tant Aude, qu'animateur, vous pouvez lui couper. Parce qu'en fait, je pense que cette personne n'entend pas. Et en tant qu'animateur, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points à côté de sa vignette et mettre désactiver le son. Bah, écoute, on va peut-être revoir le produit déjà. Et puis après, on y va, ok? Exactement ça. Ah ouais, tu t'es fait réfléchir là-dessus. Ah bah, Attends, c'est là que. Voilà, on y est. On y est. Un tout grand merci, Voilà. Myriam. Un tout grand merci pour cette présentation passionnante Merci à et, vous. et merci de nous avoir donné un aperçu du cheminement du tien et de celui de toute l'équipe. C'est un cheminement que je trouve très courageux et pour arriver à la conception comme ça d'un centre de traitement et finalement aussi d'un centre de formation. Quelqu'un sait? Et tu Voilà. m'entends? Vous Oui, m'entendez? Oui, je oui, c'est pense. bon. Hein. Oui. Oui, donc un tout grand merci. Et moi, je m'étais dit, en début de conférence, tu disais que j'étais prête à entendre des choses et prête à poser des questions. Et je me suis dit, finalement, pour arriver à mettre en place tout ce travail de la thérapie familiale intégrative, du centre de traitement, mais aussi du centre de formation, c'est vraiment l'ouverture à l'écoute et le courage de poser des questions et de remettre en question qui ont permis tout ce travail. Il y a une première question sur le chat qui est arrivée tout à l'heure et qui parlait qui demandait par rapport au centre de formation. Donc vous formez et quels sont ces centres de formation qui existent par rapport à la thérapie familiale intégrative? Alors, je ne sais pas en France, il y a beaucoup de gens qui forment à la thérapie familiale intégrative. En tout cas, nous, on a un agrément EFTA pour la thérapie familiale, hein, les habituelles formations à la thérapie familiale, et dans lesquelles on intègre un certain nombre de corpus théoriques et cliniques autour des blessures d'attachement et autour du psychotrauma. Donc, c'est un peu intégré dans notre parcours des futurs thérapeutes familiaux déjà sur 4 ans. Et on réfléchit à proposer pour les thérapeutes familiaux qui sont déjà formés un cycle d'1 an supplémentaire pour se former à la thérapie familiale intégrative. Et il faut dire que ce sur quoi j'ai insisté, c'est pour ça qu'évidemment, je me suis appuyée sur les différents champs qu'on avait développés. On a quand même mis du temps avec l'équipe à intégrer tout ce qu'on avait appris en EMDR, en schéma précoce et tout ça, à une thérapie familiale. Donc maintenant, on réfléchit à la façon de transmettre, voilà, aux autres thérapeutes familiaux. Ça va se faire. Ça, c'était la Marine a première. levé la main. Je sais plus, oui, pardon. Oui, je vous remercie. Du coup, c'était moi qui avais posé cette question. Donc, je m'appelle Marine Ottaviani, je vis dans le nord-est de la France, alors dans le 57. C'est pour ça que je posais cette question, de savoir voilà si ce modèle, en fait, après, il va pouvoir être répandu aussi dans d'autres centres, parce que c'est pas forcément évident de faire une formation sur 4 ans à distance, enfin, de faire les allers-retours. Voilà, donc c'était ma question. Et, et si je peux me permettre de poser une question par rapport au cas clinique que vous avez exposé, parce que malheureusement, je dois partir dans peu de temps et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, allez-y.
Par rapport, alors, j'ai pas retenu le mot que vous avez employé quand vous avez fait intervenir du coup les enfants auprès du parent, mais en tant que, Oui. enfin, en parlant à l'enfant qu'il avait qu'il était quand il avait 12 ans. Euh, Ma question, c'était simplement euh, comment vous faites après pour recadrer, pour pas qu'il y ait de parentification Alors, enfin, vous avez raison, parce qu'en fait, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est un peu stressant de passer, de parler face à un écran, même si en face, heureusement, j'avais des regards soutenants de l'autre côté de l'écran. Mais je ne fais ce travail-là, par exemple, de réparation des blessures d'attachement des parents, que si les enfants sont adultes. Ou enfin, je ne le fais pas avec des enfants petits ou des jeunes adolescents, parce que à ce moment-là, je les mettrai dans une position de parentification. Voilà. Par contre, qu'avec une petite fille de 12 ans, je travaille sur la réactivation traumatique de sa mère, parce que ma formation au psychotrauma me laisse supposer que ce qui va venir, c'est pas non plus un psychotrauma majeur, c'est pas une scène de viol qu'elle va raconter devant sa gamine de 12 ans. C'est autre chose, on est dans la réactivation, on n'est pas dans un psychotrauma constitué. D'ailleurs, la patiente n'en a pas les caractéristiques. Là, on peut le faire avec les enfants parce que ça modifie des choses, c'est évident. On l'a fait dans le jeu de rôle avec mes étudiants de deuxième année là, cet après-midi et qui ont pu dire aussi comment ça modifiait leur perception des choses. Mais évidemment, non, non, surtout pas avec des enfants petits, ça serait de la parentification. Merci d'avoir posé la question, hein, Marine, parce que c'est important ça. Je vous remercie pour la réponse et puis je souhaite à tous les participants du coup une bonne soirée. Je regrette de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Merci aussi pour la présentation et à Marie-Jeanne Schoen, je ne connaissais pas du tout en fait. C'est une belle découverte pour moi, donc voilà. Et puis belle soirée à tout le monde au Vous pourrez présent. écouter la fin de la conférence ensuite sur le site EFTA. Ah bah parfait. Donc, elle Et sera voilà. enregistrée. Bonne soirée à tous les participants en vidéo du coup et en présentiel parce que le mode hybride, je sais à quel point c'est pas facile. Au revoir en tout Merci cas. Marine. Au revoir. Allez, merci beaucoup. Oui, là, on parle un petit peu, il y a une question sur le chat qui touche le reparentage. Et je pense que c'est intéressant. J'aimerais beaucoup t'entendre nous parler de ce concept qui, pour moi, était inconnu avant d'avoir la chance de t'en parler et puis que tu m'en parles et de le lire dans le livre. Oui. Reparentage. Alors, le reparentage, c'est cette technique qui, je vais faire différemment. Je m'y prends différemment. En fait, l'objectif, je parle d'abord de l'objectif du reparentage, après j'explique, d'accord? L'objectif, si vous Parfait. voulez, c'est que l'enfant intérieur, on part du principe sur le plan clinique qu'on a un certain nombre de parties de nous qui sont encore des parties enfants, qui ont été des parties enfants blessés. Hein, et qu'on peut avoir des traces traumatiques de scènes qu'on a pu vivre quand on était tout petit et pour lesquelles, alors qu'on est devenu adulte, on n'a pas vraiment développé d'empathie pour l'enfant qu'on était. Le problème qu'on a en thérapie familiale mais pareil, hein, partout, je veux dire, enfin, quand on travaille dans la clinique, si vous voulez, c'est qu'on peut avoir des patients dont les capacités empathiques, on sait on est outillé sur le plan de notre cerveau social pour développer de l'empathie, mais que cette empathie ne se développe que grâce à l'environnement. On a des parcours humains d'individus qui ont été altérés par les maltraitances et qui n'ont pas pu développer cette empathie. Cette empathie, ils n'ont pas vis-à-vis des enfants, ils n'ont pas vis-à-vis des collègues, ils n'ont pas vis-à-vis de la misère humaine en règle générale. Et quand on les a en thérapie familiale, c'est difficile de leur faire entendre que, par exemple, leur enfant souffre ou que la dépression, vraiment, ça existe. Parce que eux, ils ont été traités à coups de pied et ma foi, ils s'en sont sortis. On a ce discours-là. Face à tout ce type de blessures, effectivement, les cliniciens ont développé, pour essayer de développer l'empathie dans la relation avec les autres, il faut aussi qu'on ait un peu d'empathie pour nous-mêmes. Et donc, si vous voulez, la théorie du reparentage, c'est cette théorie qu'on utilise beaucoup aussi dans les schémas précoces, cette théorie qui nous dit que, on l'utilise dans d'autres techniques aussi, hein, qui nous dit qu'il faut qu'on s'adresse à notre enfant blessé. Voilà, je donne un exemple très clair. Un patient qui a initié son copain à fumer du tabac dans la grange avec la paille autour, eh bien, le copain est retourné dans la grange un jour tout seul et la grange a pris feu et le copain de 11 ans a brûlé. Et mon patient qui en a 50 aujourd'hui, qui est devenu complètement toxicomane après cette histoire, pas que pour ça,
Mais entre autres, quand je lui dis, bon, alors maintenant, on va essayer de prendre soin de cet enfant de 11 ans que vous étiez, quand vous êtes rentré à la maison et que vos parents vous ont dit de façon la plus glacée possible, ton copain a brûlé vif dans la grange, j'imagine que vous y fumiez, tant pis pour toi, en gros, c'est ça. Pour information, la mère était psychologue, comme quoi la profession protège pas des maltraitances vis-à-vis des enfants. Ce patient, quand je lui ai dit qu'il s'accuse encore, il a 50 ans, il s'accuse encore de la mort de son ami, il est encore, il a été très longtemps dépendant de produits pour plus être confronté à cette histoire. Là, c'est une thérapie individuelle. Mais quand je lui dis, mais cet enfant de 11 ans, avec sa détresse, quand il a appris que non seulement son ami était mort, mais qu'en plus, lui, il était en internat, il n'a pas pu assister aux obsèques, tout. Qu'est-ce que vous lui dites à cet enfant de 11 ans? Et mon patient répond, je lui dis, tu as vu ce que tu as fait. Donc, on voit que 40 ans après, ce monsieur, il s'en veut toujours. Donc, à ce moment-là, le reparentage, c'est moi qui vais le faire. Je vais lui dire, est-ce que vous acceptez que moi, je m'adresse à ce petit garçon de 11 ans? Et je vais commencer à lui dire à quel point je pense qu'il a été seul, à quel point il a été perdu, à quel point c'est terrible pendant 40 ans d'imaginer qu'on est responsable de la mort de son copain, etc., etc. Vous voyez? Ça, c'est le reparentage, c'est-à-dire on va finalement prendre la place d'un parent bienveillant qui va réparer. Voilà. Et on va, et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup apporté aussi comme thérapeute, mais aussi comme personne, hein, se dire que parfois, quand on est un peu désagréable avec les autres, quand on est pénible, ou quand on est... Peut-être que c'est ces parts d'enfants blessés qui remontent, vous voyez? Et peut-être que c'est aussi des réactivations traumatiques et comment on va prendre soin de nous aussi, comment on va développer de l'empathie. Donc le reparentage, c'est ça, c'est utilisé dans les thérapies individuelles et nous, ce qu'on en a fait ici, c'est qu'on utilise, et une fois, merci Marine, elle n'est plus là, mais d'avoir posé cette question, quand les gens sont assez adultes, on le fait entre adultes ou entre jeunes, voyez, voilà. Et ça, vraiment, la première fois que j'ai fait ça, je savais pas trop où j'allais. Mais j'ai vu des effets démultipliés par rapport à ce que ça donne quand c'est moi qui le fais toute seule avec un patient en individuel. Vous voyez? Voilà. Merci. Donc, il y a une question qui donne la suite par rapport à ce que tu viens de nous dire. D'accord. Donc, il y a quelqu'un, c'est Sylvain, qui demande s'il y aurait des contre-indications au reparentage et à l'approche, et s'il y a des contre-indications à une approche intégrative à partir du psychotrauma. Alors, pour le psychotrauma, effectivement, il y a un certain nombre de contre-indications. C'est pour ça que là, j'ai parlé de réactivation traumatique et que dans mon article ou dans le chapitre du livre, moi, je me suis centrée vraiment sur les réactivations traumatiques. Parce qu'en famille, quand vous avez des patients, mais ça, on est formé à porter le diagnostic, quand un psychotrauma majeur, avec tous les éléments diagnostiques du psychotrauma, il faut vraiment qu'on fasse hyper attention à pas les réactiver sur un mode de désorganisation totale. C'est-à-dire une séance où le patient perdrait complètement pied et se reverrait dans la scène, mais une scène qui est tellement grave que la désorganisation toucherait ses sensations corporelles, sa relation à l'autre, enfin, etc. Donc, c'est des évaluations. En fait, on est tous dans l'équipe un peu. Enfin, on travaille tous sur le psychotrauma. Donc, on s'est lancé dans l'intégratif parce qu'on connaissait tous et toutes ce qu'est le psychotrauma et comment ne pas trop réactiver nos patients, quoi. Encore moins en thérapie familiale avec les enfants autour, vous voyez. Voilà. Mais une fois Voilà, donc, encore, même si on dit que c'est notre modèle à nous, c'est pas un modèle, hein. On va encore beaucoup apprendre et on modifiera sans doute ce qu'on a écrit d'ici quelques temps aussi, sans doute, parce que vous voyez, on pratique, on a nos réunions ensemble, on partage ce qu'on fait les unes et les autres avec nos outils. Et bon, c'est un chemin qu'on est en train de parcourir. ouais. Et parfois, on Bon, et fait ça, des c'est thérapies vraiment... familiales classiques. Oui, 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 et je me dis que tout ce que tu peux nous expliquer, c'est vraiment ce travail en équipe avec des personnes qui ont des formations, euh, pour certaines les mêmes, et puis pour d'autres très complémentaires, et où vous arrivez à proposer vraiment des suivis très adaptés ou très spécifiques aux familles. Il y a une question dans le chat de Nathalie qui demande ce qu'il y a des liens avec ce que vous proposez à Bordeaux, avec
Mimétis à Nantes, Éric Bardot, sur la thérapie du lien et des mondes relationnels. Qu'est-ce que tu... Je le connais, Éric Bardot, puisqu'il m'a invité à participer, à intervenir à certains de ses colloques. Et Eric, si j'ai bonne mémoire, est aussi formé à l'hypnose. On a d'ailleurs des gens dans l'équipe qui sont formés à l'hypnose, j'en ai pas parlé. Il me semble que son modèle est vraiment basé pas mal sur l'hypnose. Donc oui, oui, il y a bien sûr des liens. Mais je pense que c'est un peu différent. Je ne sais pas trop comment il travaille les blessures d'attachement, par exemple, vous voyez. Mais il est possible que, bien sûr, il y ait des points communs. Est-ce que ça répond à votre question, Nathalie Oudot? On ne vous Oh, entend pas. oui, ça y est, oui, merci, merci, oui. Ça répond parce que Myriam, moi, je vous ai déjà rencontré sur le DU d'Addicto parce que je travaille chez Monsieur Riacombe depuis des Ah, années. Et c'est vrai que là, j'ai suivi la formation hypnose auprès de Éric Bardot à Mimétis. Et je sais qu'il propose cette thérapie du lien des mondes relationnels. Et je me demandais si on pouvait faire des liens, justement. Donc, certainement sur certaines choses, peut-être pas sur tout. Donc, oui, merci. sans doute, oui, oui. Mais effectivement, la thérapie du lien, peut-être qu'Éric la pense plus individuelle. OK, OK, Donc, c'est vraiment un modèle thérapie familiale. OK. Merci, Myriam. Je vous en prie, Nathalie. Donc, on a encore bien le temps pour continuer. Moi, en attendant qu'une autre question arrive peut-être, moi, j'étais très, très intéressée par une évaluation intégrative, de voir si on rencontre une famille, évaluer, et alors l'évaluer en ayant cette approche intégrative. Je trouve ça complètement passionnant. Donc, c'est des évaluations qui sont faites dans un cadre judiciaire, si j'ai bien compris, ou qui Alors, peuvent l'être. ils peuvent l'être parce que voilà, non, non. Mm. Le cadre judiciaire, on en a parlé parce que, bon, la base dans l'équipe, c'est que tout le monde est formé à la thérapie familiale. Ça va de soi. Mais la base judiciaire, il se trouve qu'on a une collègue qui est psychoclinicienne et qui est psychocriminologue et qui est expert auprès de la Cour de cassation, donc elle a un degré d'expertise très élevé. Et à un moment donné, c'est vrai qu'elle a cheminé et avec nous aussi dans ses réflexions. Après, elle a mené un chemin superbe avec sa propre expertise à elle, mais elle s'est demandé, comme elle était thérapeute familiale et qu'elle était aussi experte, comment elle allait marier les deux. Voilà. Mm. Et elle a fait son chemin aussi, et c'est vrai, avec Claire de Giacinto, pour pas la nommer, on a eu un certain nombre de discussions dans l'équipe. Hein. Claire, elle nous a, là je regarde un certain nombre de membres de l'équipe qui sont face à moi. On a eu quelques discussions ici en équipe où Claire, c'était passionnant parce qu'elle nous parlait des évaluations qu'elle faisait. Et parfois, ces évaluations, vous vous rendez compte quand aux assises, ça peut peser très lourd sur les évaluations des victimes qu'elle peut faire ou sur les évaluations des agresseurs. Et elle a intégré de plus en plus les évaluations du lien aussi. Mais ça, c'est vraiment que pour dans son travail, elle, d'expert judiciaire. C'est pas notre population à nous de patients. Hein. Mais elle a aussi, c'est pareil, elle est très intégrative. Enfin, je pense qu'on l'est toutes. Et moi, je suis devenue aussi intégrative parce que j'ai eu des collègues plus jeunes qui commençaient à se former à plein de trucs dont j'avais jamais entendu parler. Hein. Alors le MDR, Guy Oslos et Moni Elkaïm m'en avaient un peu parlé, mais les premières qui se sont pas formés, ben, je me dis, ah oui, ah tiens, ah bon, puis après il y a eu le schéma précoce, après il y a eu l'hypnose, il y a le sensorimoteur. J'ai une équipe qui a l'art de me, de me pousser à réfléchir autrement depuis longtemps. Ben oui, c'est ça. Alors, il y a une question de Florence qui aimerait poser une question sur le setting. Florence, je te donne la parole. Merci beaucoup Marie-Jeanne et merci beaucoup Myriam pour cet exposé très intéressant. J'y suis particulièrement sensible parce que moi aussi je me forme de plus en plus à tout ce qui est psychotrauma et je trouve que dans vos 3 vignettes cliniques, au fond vous nous montrez qu'il ne suffit pas de faire des liens entre la souffrance passée du parent, donc entre l'enfant blessé dans le parent et ce qui se rejoue dans la scène actuelle de la famille, mais qu'il faut bien plus faire tout un travail d'intégration avec le parent. Alors, moi, je suis de plus en plus avec toutes ces questions-là et je me demande dans quelle mesure et jusqu'où on peut élaborer les traumatismes du parent
dans le setting familial et à partir de quand on l'élabore plutôt dans un lieu individuel avec une thérapie un peu T1, T2, avec peut-être 2 intervenants. Enfin, j'aimerais connaître finalement votre pratique en matière de setting et de format en Oui. la matière. Oui, alors absolument. Effectivement, même si dans les diapos, j'ai parlé de psychotrauma, moi, je ne fais ce travail qu'avec des patients qui n'ont pas de psychotrauma au sens diagnostique du terme. Ce qui m'intéresse dans ce que j'ai écrit, c'est vraiment en tant que soutien à la parentalité, c'est de voir comment, dans l'interaction avec les enfants ou dans le couple, c'est pareil, hein, on a bien des réactivations de traces traumatiques ou de scènes traumatiques qui, pour autant, n'ont pas débouché sur des éléments cliniques d'un psychotrauma. Je vous donne un autre exemple. Un couple vient pour une thérapie parce que le monsieur a un problème d'alcool. Alors, comme je suis addictologue et thérapeute de couple, voilà, les voilà qui viennent adressés par tes collègues. Et en fait, le monsieur se présente avec une colère et une rage incroyables déjà dans la salle d'attente, en début d'entretien, de séance, excusez-moi. Et puis, mais par contre, une violence qui fait que je me sens pas menacée ni sa femme, vous voyez, c'est plutôt le genre de violence contre le monde entier. Et donc, évidemment, je m'intéresse assez vite à cette colère, en tout cas, et cette violence verbale. Et je lui demande, alors, évidemment, comme on a tous appris en thérapie familiale, je lui montre que j'ai vu qu'il était en colère et je lui demande, non pas pourquoi il est en colère, mais depuis quand il est en colère. Parce que moi, je me disais peut-être qu'il est en colère parce qu'il n'avait pas envie d'être là. Et ce monsieur me dit, je suis en colère, j'ai toujours été en colère comme ça toute ma vie. Alors, c'est intéressant. Et je lui dis, mais cette colère, enfin, d'où ça vient? Et puis je commence à lui poser un certain nombre de questions qui sont liées au diagnostic du psychotrauma, d'accord? Est-ce que vous avez, alors les colères, on les avait, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, enfin, bon, je commence à faire mon petit truc là avec quelques questions et puis il coche tout juste à tout. Et à un moment donné, je lui dis, je crois que vous avez un psychotrauma au sens vraiment clinique très important. Il est attentif, il écoute. C'est un monsieur qui était gendarme, qui s'est mis à boire une fois qu'il a été à la retraite. Il est à la retraite depuis 2 ans. Ce couple, c'est un deuxième couple. Ils s'entendent très bien, ils se regardent avec beaucoup de tendresse. Et ce monsieur ne comprend pas ce que l'alcoolisme est venu faire. Alors, je lui parle de psychotrauma, parce que je me dis, là, vu l'état, une thérapie de couple que je ne me voyais pas trop faire. Et le monsieur a cette phrase que je cite souvent à mes étudiants quand je leur parle de l'importance de l'évaluation. Il me dit, bah écoutez, mon père s'arrêtait de me frapper quand j'avais perdu connaissance. Donc, à partir de là, j'ai jugé, pour répondre à la question en termes de contre-indication, en tout cas à ce stade-là, la thérapie de couple n'était pas indiquée. Et j'ai discuté avec ce monsieur et cette dame, et en fait, ce monsieur a accepté très vite, et la dame aussi, de faire une thérapie individuelle avec une autre collègue, une thérapie EMDR sur son psychotrauma. Et une fois que ça a été rentré dans l'ordre, il a fallu presque un an. Entre-temps, les problèmes d'alcool ont commencé à diminuer et on a fait la thérapie de couple. Parce qu'il y avait quand même des choses à traiter dans la thérapie de couple. Voilà, Florence, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il est clair que ça. Alors, moi, j'ai des thérapeutes, je ne sais pas, ma connaissance à ce niveau-là est faible. Je sais qu'il y a des collègues EMDR qui sont bien mieux formés que je ne le suis, mais qui ne font que de l'EMDR et qui parfois utilisent des conjoints ou des environnements. Mais ils partent de l'entrée dans la consultation, c'est le psychotrauma. Vous voyez, voilà. Puis moi, je me méfie, par exemple, en famille, si les psychotraumas remontent à des viols enfants, par exemple, il n'est pas évident qu'on va traiter ça avec le conjoint à côté. Enfin, il y a la question de la frontière, il y a la question de l'intimité. Donc, pour être plus précise, c'est hors psychotrauma, moi, ce que je fais. Hein, c'est réactivation traumatique qui altère le lien. Ok, mais même en termes de réactivation traumatique, je trouve vraiment intéressant de faire ce travail de reparentage en présence des enfants. Et je trouve, moi personnellement, je trouve que spontanément, les enfants le font, même des enfants tout petits, quand on aborde l'histoire compliquée des parents, il y a ces gestes de solidarité, enfin, de manière assez spontanée, ça se fait. Pour moi, il n'y a pas forcément de contre-indication, de parentification. Mais je pense à des situations où on n'est pas chez le parent dans un tableau post-traumatique franc, en tout cas pas un syndrome de stress post-traumatique, mais où on se dit, ce serait quand même intéressant de faire 3-4 séances de MDR avec ce père parce qu'il
il est en train de répéter à ses enfants, enfin d'insulter ses enfants comme son propre père l'a insulté. Moi, de plus en plus, je fais quelques séances sur le passé du parent en individuel dans le cadre de la thérapie familiale et je trouve que ça débloque vraiment très bien les choses parce que là, il y a quelque chose qui s'intègre vraiment. Oui. Je Mais sais vous pas si faites de la thérapie familiale intégrative. tout à fait, mais Ah oui. C'est évident. Hein, c'est mais sûr. je En fait, pense que je trouve c'est que je trouve que les thérapeutes familiaux, quels qu'ils soient, dès qu'ils sont formés au psychotrauma, ils sont nombreux à l'être, hein, et au paradigme de l'attachement, en fait, ils modifient leur pratique. Nous, ce qu'on a essayé de faire collectivement, c'est qu'on se disait qu'on avait envie vraiment de partager ça avec des collègues. Vous voyez, ça a été ça l'idée d'abord du livre, parce que le livre, ça nous paraissait plus simple que le processus de formation. Pas comme thérapeute familiaux, ça on le fait depuis 30 ans, mais de thérapeute familial intégratif, voilà, pour créer un modèle de formation. C'était important. Voilà. Moi, il y a encore beaucoup de questions dans le chat. Myriam, Sandra demande si la thérapie sensorimotrice, si tu as déjà ou vous avez déjà utilisé cette thérapie sensorimotrice dans le cadre de la thérapie familiale ou de couple. Alors là, Et oui, absolument. et comment? Absolument, parce que là, dans notre équipe, on a Marie Baudin qui me fait signe de la tête non, parce qu'elle va pas prendre le micro à ma place, mais qui est formatrice en thérapie sensorimotrice et qui nous a beaucoup sensibilisé à l'aspect du corps, à l'importance du corps. Mais je vois que les postures de Marie font qu'elle commence à s'avancer. Alors peut-être qu'elle va répondre à la il y a un question. chapitre, il y a un chapitre dans Il y a le un livre. chapitre sur ça. Dans Oui. le livre, hein. Ouais. Mais entendons-nous bien, c'est pour ça que moi, ce soir, en vous parlant de thérapie familiale intégrative, je vous ai présenté, je souhaitais vraiment que tout le travail que mes collègues avaient fait soit là, d'où la présentation effectivement de l'ensemble du livre. Mais moi, je ne fais pas tout, hein. Je ne suis pas du tout formée au sensorimoteur, par exemple, hein, donc je ne sais pas faire ça. Hein, il y a un certain nombre de choses que je ne sais pas faire, donc je ne les fais pas. Je continue avec d'autres questions. Attends, juste Elle va quelques mots, venir, Marie. elle va venir. Allez à côté, Marie va dire quelques mots quand même. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir sur le plateau. Je lève Parisien seulement pour dire de comment, des idées, non? Des idées de cette conférence de Myriam, très, très intéressant, parce que Myriam, je crois, nous a présenté un modèle ouverte, pas rigide, pas rigide, en évolution, hein, et avec un gros travail d'équipe, parce que l'équipe, c'est une valeur inestimable pour le travail systémique. Nous l'avons appris de le Centre milanais de thérapie de famille. Et puis, elle a parlé beaucoup d'indications spécifiques, de formation sérieuse. C'est très, très important que nous entendons une thérapie familiale intégrative. N'est pas un assemblage d'approches, de moments thérapeutiques, mais une intégration complémentaire avec deux autres approches, avec deux autres je pense ça. Je suis d'accord avec toi, Eva. Merci de t'exprimer en français et ton délicieux accent italien. Parce que, et je suis d'accord avec toi, c'est pas une juxtaposition. Microphone, Myriam. Tu m'entends là? Tu n'entends pas? Si, si. Voilà. Je disais que je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a une différence entre la juxtaposition ou le millefeuille de techniques thérapeutiques et l'intégratif. Alors, Marie voulait répondre à la question sur le sensorimoteur. Oui. Puisqu'elle m'a rejoint, que j'ai empêché qu'elle s'échappe là parce qu'elle a essayé.
Donc là, je voulais juste faire une petite précision, puisque la question était, il me semble, Marie-Jeanne, est-ce que on peut intégrer le corps dans les séances avec les familles et avec les... Et avec le couple. Donc, c'est l'approche sensorimotrice dans les séances de couple et de famille. Oui, l'idée vraiment, c'est que ça a vraiment sa place. Alors, je vais faire court parce que c'est très complexe d'expliquer un petit peu tout ce modèle. Il faut un peu plus de temps et on n'est pas là pour ça. Mais l'idée, c'est que vraiment, on agit sur la régulation émotionnelle, en fait, à l'intérieur, dans les interactions familiales. C'est une autre façon de voir les interactions et d'accentuer un petit peu le non-verbal qu'on exploite énormément en thérapie sensomotrice, puisque le non-verbal est un axe central en thérapie systémique. Mais là, c'est vraiment l'idée de l'allier, de le coupler avec ce qui se passe au niveau émotionnel et comment on peut permettre au système en entier de pouvoir se réguler, c'est-à-dire revenir au calme et être en capacité de pouvoir retrouver de la flexibilité et de la souplesse, en fait, pour fonctionner. Et aussi aux thérapeutes. Exactement. Au thérapeute. Au thérapeute aussi, parce que le thérapeute est tout autant concerné, comme on le retrouve en systémie avec le concept de résonance, il est tout autant concerné par sa propre régulation justement interne en lien avec chaque membre du système familial ou du couple. Voilà. Ça va? Oui. Merci. Ok. Il y a d'autres questions qui sont un peu maintenant pêle-mêle. Donc, quelqu'un demande, mais ça, tu pourras peut-être répondre même par écrit. Donc, il y a une formation du modèle d'évaluation des interactions familiales. Est-ce que c'est enseigné quelque part? Une formation à l'évaluation des interactions familiales. Mélanie, au fond, qui travaille sur l'évaluation. Non, on n'a pas de. On a à notre connaissance, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais si à votre connaissance, il n'y a plutôt pas. Il faut nous donner les informations. Oui. Il y a quelqu'un, donc c'est Monsieur Thomas, qui travaille dans la protection de l'enfance et aussi qui parle aussi de l'évaluation des informations préoccupantes. Et alors, il demande si cette évaluation judiciaire peut être déclinée dans une approche dite administrative. Auriez-vous des outils, notamment sur l'évaluation du lien parent-enfant, pouvant manquer parfois dans nos rapports? Alors, pour ce qui est de ce domaine-là, je propose à la personne qui a posé la question d'aller sur le site Fortemis, Forthemis, qui est le site de Claire de Giacinto dont je vous ai parlé. Et là, elle répond à beaucoup de questions, elle partage beaucoup d'outils. Elle est d'ailleurs de plus en plus sollicitée par les magistrats pour les former aussi. Voilà. Donc là, c'est Fortemis. Je le mets dans le chat. Ouais, Forthemis. Ok, donc c'est dans le chat. Et là, je pense, monsieur, que vous aurez, en plus, Claire répondra directement à vos questions, mais surtout, vous allez avoir beaucoup d'outils. Hein. Ok, c'est parti. Et alors, il y a une autre question sur Thierry qui demande si après avoir débuté une thérapie familiale, le thérapeute se rend compte qu'une technique particulière pourrait être bénéfique pour l'un des membres et qu'une autre technique va être utile pour un autre membre, comment garder l'unité de ce travail familial? Ne risque-t-on pas de perdre la dynamique familiale? Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé notre modèle intégratif, si vous voulez. Parce qu'on s'est dit, quand il y a des blessures d'attachement ou des attachements désorganisés, si on envoie tel patient à tel thérapeute, et puis chez l'autre, il y a un psychotrauma ou on l'envoie encore à quelqu'un d'autre, évidemment, ça devient compliqué. Mais on n'est pas du tout dans des protocoles rigides aussi. Moi, je crois qu'avec les familles, il faut savoir ne pas, comment dire, ne pas les enfermer dans un protocole à venir. Et parfois, il y a des choses qui apparaissent au cours de la thérapie qui vont faire qu'il y a peut-être des dimensions très personnelles pour un patient qui remontent à l'enfance et que ce patient a besoin d'un espace personnel et qu'il le souhaite aussi. Alors, les questions qui se posent pour nous, c'est dans quelle mesure on continue le travail familial si un des parents, par exemple, se met à faire une thérapie individuelle. Mais parfois, on va continuer le travail quand même familial. De la même manière qu'en fait, nous, on est aussi, si vous voulez, parfois, on est en bout de route. C'est-à-dire, les gens nous adressent, par exemple, l'hôpital, on travaille avec
certaines consultations en pédopsie ou avec des patientes anorexiques qui sont parfois encore hospitalisées, qui viennent nous voir avec une autorisation de sortie. Et la patiente, elle a déjà plein de prises en charge individuelles. Donc nous, on arrive, pour le coup, c'est l'inverse, hein. On va essayer de faire des liens parce que sur 5 personnes, la maman est suivie pour dépression, la fille est hospitalisée pour anorexie et l'aînée a un trouble obsessionnel compulsif et elle a aussi un pédopsychiatre. Donc là, c'est plus simple pour nous de refaire le lien familial et il est vraiment nécessaire. C'est un soulagement pour les familles, en fait, un peu. Mais à l'inverse, effectivement, on essaie de veiller à ne pas morceler non plus. Mais parfois, si c'est nécessaire, ça peut l'être. Par exemple, bien qu'addictologue, quand je travaille avec des familles où il y a un vrai problème d'addiction, si je pense que dans la thérapie familiale, ça ne va pas tout régler d'emblée, enfin d'emblée, ça ne règle jamais tout d'emblée, mais si vous voulez que peut-être la personne qui est toxicomane, par exemple pour le jeune, tout à l'heure, je vous parlais toxicomanie au cannabis, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi je n'ai pas eu l'idée d'aller l'envoyer en thérapie individuelle pour lui. D'abord, je pense qu'il n'y serait pas allé, si vous voulez. Voilà, hein, qu'il y avait une alliance qui s'était faite dans le cadre de la thérapie familiale et il ne souhaitait pas. Bon. Mais parfois, j'ai eu adressé une patiente toxicomane avec un certain nombre de produits à la consultation d'addictologie qui est en dehors, enfin, dans une consultation d'addictologie à Bordeaux, parce que je n'avais pas envie que ça prenne toute la place dans la thérapie familiale. Voilà. Et que je pensais que cette personne, elle avait des choses à voir avec peut-être des entretiens motivationnels aussi, hein, que les addictologues utilisent beaucoup, et que je n'allais pas utiliser, moi, dans le cadre de la thérapie familiale. Donc voilà, j'ai conscience de ne pas vous répondre très précisément, mais comme vous le voyez, on élabore aussi en fonction de chaque famille, tout en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc Florence demande des références des références d'un article ou d'articles sur les thérapies des schémas précoces et thérapie familiale. Est-ce que tu as des références, Alors là, Myriam? C'est l'article dont tu as parlé dans ton exposé, Myriam. Aude, comme ça, c'est bien parce que comme les collègues qui sont dans la pièce et qui sont formés mieux que moi je ne travaille pas avec les schémas précoces, donc je vous présente Aude qui va vous répondre, qui a écrit tout son article. Allez, bonsoir Aude. Bonsoir. Je suis ravie de vous présenter une partie de mon équipe. Alors, vas-y, on t'écoute. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je suis désolée. Tout à l'heure, Myriam a fait mention d'un article qui articulait thérapie familiale et thérapie des schémas précoces. J'aimerais en avoir les coordonnées. Vas-y. Ben, du coup, c'est le chapitre effectivement qui traite de la thérapie des schémas C'est et le de la thérapie de chapitre couple que que Aude j'ai écrit, tout à fait. Et donc, En qui fait, c'est- articule la thérapie des schémas précoces avec la thérapie de couple et qui, voilà, c'est effectivement tisser les deux modèles, comment voir comment un petit peu articuler ce modèle-là, avec le modèle de thérapie systémique, la thérapie de couple et la thérapie des schémas précoces de Jeffrey Young. Merci beaucoup. Donc, c'est votre chapitre dans le livre. Tout à fait. C'est ça. Merci, parfait, j'avais pas compris. Merci. Et oui, c'est que, Florence, on n'en a pas tant que ça, des chapitres comme ça. C'est pour ça qu'on a essayé de les écrire les unes les autres avec notre, comment dire, avec l'expérience qu'on avait et puis nos formations un peu théoriques. Voilà, Aude a une autre bien. question. Donc, Aude demande, peut-on imaginer ce modèle dans un dispositif d'intervention systémique, inviter les proches du patient pour quelques entretiens familiaux avec pour objectif la restauration du lien, patient justiciable, toxicomane, sortant de prison, et elle pose la question d'un setting en co-intervention T1, T2. Donc, c'est Aude, si vous voulez Alors, intervenir. si j'ai bien compris, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut appliquer aussi ce genre de modèle pour une population particulière comme les sortants de prison ou les toxicomanes? Oui, avec un setting en co-intervention T1, T2. J'inviterai Aude à la poser elle-même. Oui, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'était Aude, la voilà. Voilà. Bonsoir, Aude. Bonjour. En fait, oui, c'est un contexte particulier, c'est-à-dire que moi, je fais de la thérapie individuelle avec des patients toxicomanes justiciables, la plupart du temps sous injonction thérapeutique. Et en tant que systémicienne, il m'arrive de créer
un setting d'intervention systémique. J'invite du coup en co-intervention avec une autre collègue les proches de la famille ou le couple, ça arrive en tout cas, pour quelques entretiens familiaux. Donc ce n'est pas dans un mandat de thérapie familiale, c'est plus quelques entretiens familiaux finalement pour activer un peu les ressources de la famille au moment de la sortie de prison, avec voilà, la reprise de la place au sein de la famille aussi après des longues détentions et des familles abîmées finalement aussi par la toxicomanie de leurs proches. Et donc voilà, je me demandais au départ d'une thérapie individuelle, est-ce que ce modèle voilà, pourrait arriver finalement dans mon setting d'intervention systémique qui n'est pas de la thérapie familiale? Je ne sais pas. C'est pas que je veuille pas vous répondre, mais je suis en train de réfléchir parce que pour bien connaître les familles de patients toxicomanes, c'est déjà quand même très, très difficile de travailler avec leur famille. Par exemple, pour les toxicomanes, les polytoxicomanes, hein, je ne parle pas des toxicomanies, aujourd'hui c'est un peu différent, la nouvelle population qui apparaît avec la dépendance au cannabis. Mais pour les polytoxicomanes, vous savez comme moi, enfin, quand on a eu les enquêtes l'INSERM, on les a plus hélas régulièrement, la moitié déjà étaient des enfants issus de la protection de l'enfance. Et l'autre moitié, pour les polytoxicomanes, en tout cas avec les par voie intraveineuse et tout ça, on avait quand même beaucoup de familles, comme l'enquête en 2001 le montrait d'ailleurs, où déjà il y avait eu plein de placements, plein. Donc il y a beaucoup de violence, beaucoup de maltraitance. Alors moi, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais dans toutes les familles que j'ai vues, j'ai rarement vu des familles, là je parle de polytoxicomanes, hein, donc, je pense à eux parce que ce ne sont pas les consommateurs de cannabis, même ceux qui sont dépendants du cannabis, qui se retrouvent en prison. Hein. Et en France, on ne se retrouve pas en prison pour usage de cannabis. On se retrouve en prison si on deal ou si on... voilà, enfin. Donc les toxicomanes en prison, c'est pas les toxicomanes qui le sont. Il faut le préciser déjà pour les collègues. Donc ça peut être parfois des familles avec une culture très délinquante, une culture très violente. Donc, à mon avis, ce que vous faites est vraiment passionnant et ça doit être déjà très difficile d'avoir des entourages. Alors peut-être qu'après, petit à petit, si un jour on développait aussi les injonctions de soins, ça c'est une autre de mes, comment dire, mes chevaux là, de bataille, c'est que ce serait intéressant qu'on pense les obligations de soins familiales, vous voyez. Parce qu'en protection de l'enfance, par exemple, ou dans l'alcool ou en toxicomanie, ou chez les agresseurs sexuels, il y a des obligations de soins individuels. Bon, ok. Personne ne trouve à rien redire. En protection de l'enfance, vous avez un enfant que l'on signale parce que les parents sont maltraitants, on va aider l'enfant, l'éducateur va suivre l'enfant, mais les parents, ils sont évidemment très démunis. Moi, j'ai rarement vu, c'est très rare, des parents maltraitants qui sont contents d'être maltraitants. J'ai travaillé beaucoup, un peu moins maintenant, avec des maisons d'enfants à caractère social et tout ça. Eh bien, à chaque fois qu'on voyait des parents ou que je supervisais les équipes qui voyaient des parents, on avait des parents qui étaient complètement en vrac. Alors, pour le coup, les blessures d'attachement, les attachements désorganisés, psychotrauma étaient majeurs. Ce serait quand même intéressant qu'un jour, on réfléchisse à la main qu'on pourrait tirer dans ces familles. Parce que finalement, on leur dit, vous avez des troubles, vous pouvez aller consulter, elles n'y vont pas. Comme tous les gens qui vont très mal. La plupart du temps, ce n'est pas les homopatients dépressifs ou ce n'est pas les psychotraumas majeurs qui viennent, hein. C'est l'entourage. Donc, ça serait intéressant collectivement qu'avec les magistrats, il y ait une réflexion sur, on a des parents qui ne sont pas volontairement maltraitants, très rare. Comment on peut les aider? Ce n'est pas en leur donnant juste l'adresse des psys du soin, ils n'y vont pas, les psys du coin. Donc, alors c'est compliqué parce que l'obligation de soins pour les familles, on voit bien comment ça pourrait être détourné dans des systèmes non démocratiques. Hein, ça fait des choses bizarres. Mais quand même, il faudrait inciter beaucoup plus les familles à l'accès aux soins. Donc, ça ne répond pas à votre question, mais je pense que les entourages avec lesquels vous travaillez sont quand même des entourages qui vont très très mal aussi. Tout à fait. Merci. Merci. Donc, on peut enchaîner avec la question de Marion. Marion, donc, vous demandiez si Myriam a des conseils pour comment orienter les familles vers des thérapies individuelles ou des thérapies familiales intégratives en tant qu'éducatrice spécialisée. Vous travaillez dans quel domaine, Marion?
Oui, bonjour. Du coup, je suis éducatrice spécialisée dans un CESAD. J'accompagne du coup des enfants en situation de handicap, mais du coup, bien évidemment, leur famille. Et outre leur difficulté d'avoir un enfant en situation de handicap, il y a d'autres problématiques sociales, de problèmes de couple, de choses comme ça. Et on est au cœur de tout ça. Et du coup, en effet, ma question, c'était comment les orienter vers des thérapies, en effet. Alors, on a des collègues dans la salle là, qui font partie de mon équipe, qui travaillent en CESAD et qui supervisent les CESAD. Oriane, tu veux pas répondre à la question? Elle me dit non. Bon. Comme quoi, j'ai pas d'autorité sur cette équipe, pas comme je voudrais. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On s'est co-construit comme ça. Donc, je vais répondre, mais moins bien que ne l'aurait fait Oriane, c'est certain. Je pense que dans les CESAD, de fait, vous avez un biais de recrutement, comme on dit, hein. C'est-à-dire avec des familles qui vont très mal, où les déterminants sociaux aussi, là, de précarité sont souvent très, très importants. Mais de fait, je trouve que votre question est elle est vraiment fondamentale parce qu'on n'a pas, alors nous évidemment, mais il y a plein d'endroits où on n'a pas en tête la thérapie familiale. Et c'est vrai que souvent, si on pouvait proposer, par exemple, dans les MEX où je suis intervenue, il y a des psychologues qui se sont formés aussi à la thérapie familiale et qui ont permis de modifier cette idée qu'en MEX, on ne fait pas de thérapie à l'intérieur de la MEX. Or, quand ils voient les parents, ben, c'est pas mal de pouvoir les accompagner, les parents. Et là, les psychologues qui ont fait ça ont vu quand même des situations de parents vraiment s'améliorer. Et peut-être qu'en CESAD, c'est le même type de dynamique, c'est-à-dire est-ce que dans le panel de ce qui est proposé en CESAD, est-ce qu'on pourrait envisager des entretiens familiaux? Ce serait parfait. Vraiment très bien. Après, pour la question de l'indication, bien sûr que vous pouvez les envoyer en thérapie familiale. Et puis ensuite, ce sont les thérapeutes familiaux qui verront si c'est indiqué ou pas aussi, hein. Mais la plupart du temps, quand même, ce sont des parents, des patients qui ont des parents qui ont un vécu qui est très, très, très dur, hein. Et je trouve que quand dans les institutions, on leur dit allez consulter, allez faire une thérapie familiale, les gens ne vont pas y aller, ils sont trop démunis. Il faudrait que dans tous ces services où on reçoit des personnes précaires avec des troubles ou du handicap, ce soit un service qui soit déjà offert. Alors qu'on ne leur parle pas de thérapie familiale parce qu'ils vont se dire on n'est pas malade. Mais bien sûr que non, ils ne sont pas malades. Mais qu'ils aient des souffrances et des troubles comportementaux à cause de la souffrance et du handicap, ça c'est évident. Ça devrait faire partie des services qu'on offre partout. Voyez, on leur offre des assistantes sociales, des éducateurs, on leur offre de gérer leur budget, ce qui est très important. Mais on leur offre pas de réfléchir à comment ils répètent leur histoire. Et on voit des parents qui voient même pas qu'ils répètent l'histoire, quoi. Voyez? Bon, ça répond pas vraiment à votre question. Est-ce que je peux expliquer pourquoi je ne voulais pas répondre? Ah, oui. Alors, je vous Il y a une présente question. la collègue qui ne voulait pas répondre, mais qui veut bien expliquer, Oriane Cherrier, pourquoi elle ne voulait pas répondre. Merci. Non, pardon, je ne sais pas que je voulais pas répondre à la question, c'est parce que du coup, le CESAD dans lequel intervient Marion, c'est moi qui supervise. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Bonjour, exactement. Marion. Ah bon, voilà. Et je trouvais intéressant qu'elle puisse avoir ta réponse parce que c'est des choses qu'on évoque beaucoup et voilà, et qu'on évoque en séance d'analyse des pratiques pour justement inciter l'équipe à travailler d'autant plus avec les familles. Bon, alors j'espère que ma réponse n'est pas trop éloignée de celle que tu leur fais. C'était parfait. Merci. Ça va. Okay. Il y a une question encore plus générale. On a beaucoup parlé des toxicomanies et des familles qui viennent consulter. Et alors, il y a VAN, je pense que c'est une abréviation qui demande si au centre, vous faites des consultations pour des familles où il n'y a pas forcément de toxicomanie ou d'injonction judiciaire. Ah oui, oui, absolument, même c'est la majorité. Moi, je vois des patients, parce que je suis aussi addictologue, donc, mais autrement, toutes les familles qu'on voit, la plupart n'ont pas de problème enfin, elles viennent pas pour la toxicomanie ou on n'est pas dans un cadre judiciaire. Nous, on est un institut privé de thérapie familiale, donc on a tout public. Et c'est pour ça que dans l'équipe, on a développé des spécialités. Par exemple, il y a d'autres personnes, alors il y en a qui sont douées dans mon équipe, elles sont tout à fait au fond de la salle. Peut-être au cas où je leur demanderai de venir répondre à des questions. Mais on a des spécialistes de la santé mentale qui ont travaillé longtemps en psychiatrie. On a d'autres spécialistes qui travaillent en périnatalité. Donc, on a à peu près, si vous voulez, toutes les offres possibles. Voilà. Là, il se trouve que des questions ont été orientées sur la toxicomanie, mais
la plupart de nos prises en charge, c'est pas pour des problèmes de toxicomanie. Même si au décours des thérapies familiales, quand même, de plus en plus, on peut trouver qu'il y a des toxicomanies aux écrans, par exemple, chez les parents. Ça, c'est une toxicomanie dont on ne parle pas, mais qui est redoutable sur la qualité du lien avec les enfants, en particulier avec les enfants en bas âge. Voilà. Donc moi, je rejoins Yves dans ce qu'elle disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment une mise en commun d'un savoir et d'une expérience et d'une envie de travailler avec des familles en utilisant tout ce qui nous parle et de tout ce qu'on sait utiliser pour les appliquer et soutenir les familles qui viennent vers vous. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'on a encore le temps pour une toute dernière question? Est-ce qu'il y en a encore une? Je regarde. Je pense que non. Est-ce que dans le chat, il y a des questions? Dans le chat, il n'y en a plus dans le chat. D'accord. S'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole, mais en tout cas dans le chat, il n'y en a plus. Elles sont clôturées. Alors on reste encore 91 personnes, donc on est encore nombreux à profiter de ta présence et de ton expérience et de tout ce que tu as su nous transmettre. Et moi, je reste finalement avec ce qu'on discutait un petit peu. Je me dis que finalement, peut-être que l'un ou l'autre des participants... Ah, il y a encore une question sur l'ICV. Donc, une toute dernière sur l'ICV. C'est l'intégration du cycle de vie. Oui, attendez, est-ce que je voyais un message d'une ex-collègue que je salue, bonjour Malvina. C'est l'intégration du cycle de vie auquel toute l'équipe a été formée ou presque aussi à l'Institut. De fait, on n'en a pas parlé. On attend aussi qu'il y ait un certain nombre de validations autour de l'ICV. Je pense que pour les blessures d'attachement, ça peut être un outil. Pour le trauma, je suis un peu plus... On va manger? Je suis un peu plus dans l'expectative, voilà. Mais en même temps, je salue les collègues de mérite et tenter de mettre en place des outils nouveaux. Et moi, je suis désolée parce que l'ICV, la question était arrivée beaucoup plus tôt et je l'ai loupée. Je l'avais vu, moi, ce qui puis m'ennuie après, je l'ai oublié. j'ai fait le premier cycle de formation, c'est la répétition, quoi. Voilà, on demande aux patients de nous écrire par année un souvenir, un bon souvenir, un mauvais souvenir, et puis on peut passer quand même parfois des consultations à leur relire les souvenirs, les uns derrière les autres. On voit bien comment sur le plan neuronal ça fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'on sait, ça c'est la théorie de Hebb, je crois, HE2B, dans les années 50, c'est-à-dire que quand vous sollicitez deux réseaux neuronaux différents, par exemple, sur un bon souvenir, sur un mauvais souvenir, ils vont avoir tendance à se lier. Voilà. Donc, évidemment, pour minorer les traces traumatiques, c'est bien, c'est efficace, ça peut l'être. Hein. Maintenant, on attend des validations scientifiques, on n'a pas encore. Je sais que les gens qui forment à l'ICV sont des gens sérieux et qui sont en train de mettre en place des recherches. Voilà. Après, il y a des choix personnels. Moi, j'ai des collègues ici que j'ai sur les ICV aussi, et qui ne font pas que des thérapies ICV non-stop. C'est pareil, nous, on reçoit des patients qui ont fait que de l'EMDR, que de l'ICV, ça ne leur va pas. Ils ont envie de temps en temps d'avoir en face un collègue ou une collègue qui fait de la narration, voilà, hein, qui donne du sens à leur histoire. Voilà. On va clôturer. Donc, un tout grand merci, Myriam, pour cet exposé formidable. Il y a encore quelque chose? Ah, on voit la salle. Ah, oui. Je comprends ce que tu nous disais, que tu n'aimais pas parler à l'ordinateur, mais parler à des vraies personnes. Ah non, il fallait, alors quand j'ai dit à mes étudiants que je faisais une conférence et aux collègues, et comme j'avais des étudiants aujourd'hui en formation, il y en a plein qui se sont proposés d'être là. Et pour tout vous dire, beaucoup sont arrivés avec du fromage, des bouteilles, et voilà.
Et maintenant, Alors, vous voilà. savez ce qu'on va faire. On a notre beau jardin, il fait beau, la pression va baisser. J'espère que ce que j'ai fait a intéressé et que voilà. C'est Merci parfait. à chacun, en tout cas, d'avoir consacré ce temps à m'écouter. Merci Merci beaucoup, à Myriam. de m'avoir donné Moi, cette occasion. Oui, et donc j'ai encore une petite annonce EFTA. Donc le prochain événement en ligne EFTA aura lieu jeudi prochain. Ce sera en anglais. C'est notre collègue du board de l'EFTA, Joana Sequeira du Portugal, qui va parler sur Transforming Narratives in Therapy. Donc ce sera en anglais jeudi prochain. Vous trouvez toutes les informations sur le site de l'EFTA pour les prochaines conversations et les prochaines. Donc la semaine prochaine, ça s'appelle un Research Café. OK, et merci à toi, Marie-Jeanne, d'avoir Mais c'était un accepté d'être ma plaisir. présidente. C'était un plaisir. Allez. Au revoir, Merci bonne beaucoup. soirée à tout le monde. Bonne Au revoir. soirée. Donc, il y a encore quelqu'un qui parle de l'enregistrement. De le mettre, on va